S'il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé, disait Franklin Delano Roosevelt. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous vous savons très nombreux devant vos petits écrans ce matin pour cette nouvelle édition, la deuxième du genre de cette semaine et la septième d'ailleurs de ce mois d'août qui a démarré en trombe, qui, il faut le dire, court encore, puisque nous sommes le 11 août de l'an de grâce 2020. Très heureux en tout cas de vous savoir, très nombreux et surtout très heureux de savoir que vous également, vous vous êtes levés ce matin. On espère tout simplement de bonne humeur parce que quelque part vous n'êtes pas très loin de nous et justement nous voulons que vous soyez encore plus près de nous. Allez Jean Mouljock, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je salue la chanson que justement la rédaction vient de nous proposer. C'est une très belle chanson d'ailleurs, que c'est un artiste que j'aime bien. Oui, une chanson qui avait été dédiée à sa mère, disparue, ça il faut le dire, quelques années auparavant. Absolument, même si aujourd'hui on se rend compte que Pete Bacardi fait beaucoup plus maintenant la promotion de la musique des jeunes, il est devenu promoteur et donc c'est un artiste que j'aime bien. Et j'ai été très content de savoir qu'il a fait un album aussi... Très grand album, je vous ai dit, Doc Gynéco, le groupe IAM, vous vous rappelez du groupe IAM, les Marseillais à l'époque, oui, dans les années 90, c'était vraiment extraordinaire. Il faut d'ailleurs dire à nos téléspectateurs qu'il y avait deux Camerounais à cette époque qui avaient fait très mal, il faut le dire, dans les années 90. Alors, en 1993, c'était justement Ménélique qui avait chanté justement tout va bien même pour les gens qui se plaignent. Oui, et absolument. Puis, en 99, on a eu justement Pete Bacardi. Oui, je me rappelle de cette génération de rappeurs, que ce soit Amokran, que ce soit Racine. Nous on les écoutait, nous étions encore au collège, on les suivait. Je crois que c'était... Le premier Africain à avoir lancé, il faut le dire, cette vague. C'était justement un autre gars qu'on appelait Claude Mbarali. Oui. Et aussi il y avait comme... Qui avait été surnommé MC Solar. Voilà, MC Solar. Voilà, cette génération, je crois que c'était... Génération des années 90, extraordinaire. Extraordinaire. On était encore au collège. En tout cas, bienvenue à vous, Alain Jock. Marie Benachus, bonjour et bienvenue à vous. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. J'espère que vous allez bien. Yes, Steve, I'm fine. Ouais, parce que quand on parle de tous ces grands chanteurs, MC Solar, Pete Bacardi, Ménélique. Steve, sorry, I may not be well informed when it comes to... Actually, I can't really say that. I would say... Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas connu Busta Rhymes. No, for that one, no, I can't. Quand je parle de Busta Rhymes, là, vous... No, at least at that vous vous rappelez au moins de Busta Rhymes? Ok, tant mieux. Vous savez, c'était les années 90. I can have it, Steve. Bienvenue à vous, messieurs, et vous également qui êtes à la maison. C'est la revue de presse, il faut le dire, l'information traitée par nos confrères de la presse écrite. La première partie en langue anglaise, c'est avec Mangue Vernatius. For this Tuesday, August 11th, 2020, we begin our review of what newspapers have for us today with the Guardian Post newspaper that informs us that the MRC party announces a protest for the release of Anglophone crisis prisoners and detainees. The paper says the protest has been built for August 14th, that will be Friday, along the streets of Douala. To that effect, the paper specifies that a letter notifying the government has been submitted to the divisional officer for Douala 3 subdivision for approval. In the Moakang Babungo chieftaincy saga, we read on page 5 that a traditional ruler reports overzealous SDO to Paul Biya, and the paper says the decision to reverse the presidential instructions for recognition of Moakang chiefdom is gross disrespect of state authority and a threat to peace. Then fighting against COVID-19 pandemic, Yaoundé Archbishop contradicts Kleda, insisting that the COVID-19 pandemic is still creating havoc in Cameroon. And the paper tells us that the government delegation is expected to visit Anglophone refugees in Nigeria. We have all this in the Guardian Post newspaper. Le Messager newspaper has their interest today in decentralization, telling us that Ndamjoya rectifies the version of the regime. Taking advantage of the African Day of Decentralization celebrated yesterday, the new mayor of Fumban criticized without fear or favor the unsteady advancement of the process of decentralization in Cameroon.
On page 3, the paper looks at the Higher Judicial Council meeting of yesterday, calling it the wet firecracker, in which the heavy corruption allegations on the judiciary system was ignored, with no magistrate investigated. Le Jour newspaper, on their part, has turned their attention to the land conflict at the Ntem Valley, and on page 9, taking the proposals of local MPs, looks at ways of coming out from that crisis. Mutation newspaper, on page 9, looks at the outcome of yesterday's Higher Judiciary Council meeting, with the Supreme Court completely purged. The paper equally brings to us the individuals that were appointed during the meeting. We have all those on page 9 of Mutation newspaper. The Person newspaper is on the Cameroon-European Union economic relationship, telling us that the cooperation and cooperation measures were adopted on Article 10 of the Economic Partnership to preserve a balanced budget in Cameroon. But today, they point out to us that their point of dissension comes from government's decision on the studies of modelization, evaluation, and reducing the impact of the COVID-19 on the APE, and the paper calls it discord money. L'Economie newspaper looks at the external aid to private sector and employment, with the advocacy of the governors of the World Bank and the International Monetary Fund, while meeting last August 6th through an online conference presided at by Alamin Ousmane Meh, Cameroon's Minister of the Economy, Planning and Regional Development. Out of Cameroon, the Nation newspaper in Nigeria says the Independent National Electoral Commission has said it will approach the Supreme Court over conflicting rulings by the Court of Appeal on its powers to disregister political parties. The National Commissioner and Chairman of the Information and Voter Education, in a statement, said faced with two conflicting judgments from the same court, the Commission is not in a position to pick and choose which one of them to obey, as the Court of Appeal in Abuja on Monday reversed the deregistration of 22 political parties by the electoral umpire. In East Africa, the New Times newspaper in Rwanda presents the Rwandan artist whose work is getting a global recognition. The paper says Abdul Moyambere has made a name for himself as one of the most respected performing and visual artists in Rwanda. He is among 50 African artists, as the paper tells us, whose projects will be funded by Africalia. In Kenya, the Daily Nation newspaper informs us that there has been no justice for baby Pendo 3 years on. The case dates back to August 11th, 2017, when 5 senior police officers are said to have been responsible for the killing of a baby in the 2017 post-election violence in Kusumo. Upon investigation, 3 senior police officers were found guilty, with a recommendation for them to face murder charges. 3 years on, the parents are yet to get justice for the murder of their daughter. In Zimbabwe, the Herald newspaper says corruption, underutilization of land, holding of mining concessions for speculation, and other unwanted ways of doing things are now gone, and Zimbabweans need to work together in love, unity, and accountability so as to honor their heroes and heroines. This came from President Mnangagwa yesterday in his Heroes Day address to the nation. The Sowetan Live newspaper in South Africa tells us that a screening and testing site will be opened in one of the busiest parts of the Pretoria inner city today in an effort to fight COVID-19 in one of the epicenters in the province. The initiative, the paper says, will be operational for 20 straight days at the busy Blewett Street Mall. Out of Africa, the Guardian newspaper in Britain says ministers are faced with mounting anger over A-level results injustice as schools braced for turmoil when grades are published on Thursday. Still talking on education, the Times newspaper says there is a blow for ministers weeks before schools reopen, as research shows that older people spread the virus like adults do. We end in Scotland with the Herald newspaper, still in education, and the paper holds that universities should make entry
easier for deprived students, with calls that degree places be ring-fenced for most disadvantaged in most COVID post-Scotland. Steve, these are some of the information that we have for papers in Cameroon, Africa, and some European countries. Merci beaucoup pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite de langue anglaise. D'ailleurs, ce matin, on va retenir d'ailleurs la grande une de Guardian Post qui nous fait savoir que le MRC va faire une manifestation le 14 août prochain, justement pour la libération, et il faut le dire, des prisonniers anglophones détenus dans la crise, il faut le dire anglophone. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans la grande une de ce journal de The Guardian Post, dans son édition de ce mardi. On ne va pas également oublier que le Daily Nation nous fait d'ailleurs savoir, hein, c'est une, il faut le dire d'ailleurs, hein, une note triste, en tout cas la grande de Daily Nation qui nous fait savoir que les parents de la petite fille bébé Pendo attendent toujours qu'on leur rende justice 3 ans plus tard, alors que leur enfant avait été assassiné. Et bien sûr, 3 policiers, jusqu'à preuve de contraire, sont en prison. Mais on attend toujours que justice soit faite. Allons justement voir ce que nous prépare, ou alors ce que nous ont préparé les journaux et quotidiens de langue française avec un Lendiok. Commençons par le journal Éco Santé de ce matin qui nous fait savoir que l'hôpital de district de Monac-Télé est en décrépitude. La vestusité des bâtiments, le manque d'ambulances, l'absence d'imagerie médicale, insuffisance du personnel et du matériel ne permet pas à répondre justement aux attentes des populations malgré les efforts en la matière d'accueil et de prise en charge. Le docteur Belinga et Togo, directeur de l'hôpital des districts de Monac-Télé, appelle donc à la rénovation en urgence. Les élites et justement le ministre Santé fortement interpellés par les populations, nous dit le journal. Le quotidien Mutation parle ce matin des verdicts du Conseil supérieur de la magistrature. Le journal parle d'une grande purge à la Cour suprême. Yap Abdou, nommé président de la Chambre des comptes. Annie Noël Abounui Batende, nommé président du TCS. Cameroun, Union européenne, l'argent de la discorde, titre le journal Diapason. En effet, les mesures de coopération étaient prévues selon l'article 10 de l'accord de partenariat économique pour préserver justement l'équilibre budgétaire du Cameroun. Aujourd'hui, nous dit le journal, leurs dissensions font suite aux réserves portées par le gouvernement sur l'étude de modélisation, d'évaluation et justement d'atténuation de l'impact fiscal net lié aux APE. Le quotidien de l'économie indique le plaidoyer des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI. Le journal nous fait savoir qu'ils se sont rassemblés le 6 août 2020 dans le cadre d'une réunion virtuelle présidée par Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. En page 6 du même journal, nos confrères nous font savoir qu'un accord cadre pour faciliter l'importation des intrants agricoles entre le Minader et le port de Créby. Le quotidien Le Messager titre à sa grande une « Décentralisation ». Dame Joya corrige la copie du régime. En effet, profitant de la journée africaine de la décentralisation hier, le nouveau maire de la ville de Fumban critique justement sans complaisance l'avancée tartillon de ce processus ici même. Au Cameroun, en page 3 du journal de Jean-François Chanon, trouve que c'est un pétard mouillé de Paul Biya concernant justement le Conseil supérieur de la magistrature avec justement des lourds soupçons de corruption pesant sur l'appareil judiciaire ignoré. Le journal nous dit qu'aucun magistrat n'a été inquiété. Conflit foncier dans la vallée d'une Thème, comment sortir de la crise? C'est justement la grande une du quotidien Le Jour qui revient sur le mécontentement des populations et des élites de la vallée d'une Thème contre une expropriation foncière. Dans le journal, les propositions d'un député local, il s'agit bien de l'honorable Mengue Mezoul Germain. Tout cela est à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour. La République Presse nous fait savoir que cette concession sur la vallée d'une Thème est fantasmée. Le journal nous dit que Paul Biya n'a jamais cédé des terres à Néo Industrie dans la vallée d'une Thème. Le décret justement des indemnisations et d'incorporation des 10 terres dans le domaine privé de l'État de Yang Philemon n'a aucune valeur juridique parce que signé sur la base d'un acte caduc de Koum Abisike, alors ministre des Domaines englué dans des magouilles pécuniaire, nous dit le journal. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Et maintenant ».
encore sous le choc et déboussolés par des sanctions infligées par la tutelle à leurs responsables et enseignants à la suite du scandale des faux bulletins justement de notes. Les établissements concernés doivent donc se remettre rapidement en ordre de marche. L'examen du bac débutant le 20 août prochain, nous dit le journal. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui indiquent que le Congo a amorcé justement son interconnexion avec le Cameroun au sujet de la fibre optique. Dans le cadre de la mise en œuvre donc de la deuxième phase du projet Cap Congo, le ministre congolais des postes, des télécommunications et de l'économie numérique a lancé à la frontière avec le Cameroun les travaux d'interconnexion de la dorsale à fibre optique avec ce pays voisin. À R de Congo, le courrier de Kinshasa présente justement une enquête dans le secteur économique et du commerce général. En effet, la police judiciaire des parquets a lâché 5 équipes d'inspecteurs pour débusquer justement les acteurs de plusieurs faits infractionnels. Les enquêtes en cours ont mis en lumière des procédés et autres complicités avec des personnalités actuellement bien placées dans la sphère politique, nous dit le journal. Direction la France avec le journal Le Monde qui évoque le terrorisme qui frappe de nouveau la France du côté du Niger. 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français pour certains membres de l'ONG Actec ont été tués dimanche 9 août dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, nous dit le journal Le Monde de ce matin. Le journal Le Figaro nous indique que Castex est sur tous les fronts pour imposer son style. Selon le journal, en un mois seulement, le Premier ministre multiplie les déplacements. Il veut installer un mode de gouvernance qui veut, en tout cas, qui se veut complémentaire de celui du président Macron afin de combler ce que le journal appelle les failles de la Macronie. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parle des quarts de finale de la Ligue des Champions. 2 clubs français, le PSG et Lyon, qui disputent à partir de demain à Lisbonne le Final 8 de la Ligue des Champions. Une formule inédite qui rend tous les rêves possibles avant la finale du 23 août prochain. Voilà, Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Merci en tout cas pour ces journaux et quotidiens français qui parlent bien sûr des failles de la Macronie. La Macronie. Ah, justement, il faut bien que vous compreniez cela. À se poser d'ailleurs la question de savoir pourquoi est-ce que c'est les Français qui se retrouvent du côté du Niger. Je ne pense pas que les Nigériens soient des Français. Oui, absolument. Parce que donc, quand on parle des Français au Niger, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous lisons. Par exemple, on dit qu'ils étaient membres d'une ONG. Membres d'une ONG. Il ne faut jamais croire à ce genre de conneries. Oui, mais ça, ce sont les déclarations du journal Le Monde qui sont des membres d'une ONG. Écoutez, je ne sais pas pourquoi la cible a justement ciblé, si je peux me répéter, choisi justement les Français, parce qu'il y a d'autres nationalités, d'autres personnes. Il ne faut pas également oublier qu'il y a un sentiment anti-français depuis près de 10 à 15 ans aujourd'hui sur le continent africain. Oui, les Africains ne veulent plus voir en tout cas la France, enfin, la présence française sur le sol africain fait déjà pas mal de polémiques et surtout pas mal de problèmes. Oui, mais là, il s'agit des terroristes qui ont attaqué ces Français. Qu'est-ce que vous appelez des terroristes d'ailleurs? Oui, mais j'appelle des terroristes, vous savez que quelqu'un qui défend son territoire, vous trouvez que c'est un terroriste? Je ne pense pas qu'on les appelle ceux qui défendent le territoire. Ce sont des terroristes. Vous savez que quand vous commettez quand même des actes, ce sont des actes ignobles, quelle que soit la nationalité de ceux qui ont été des victimes. Il y a une chose que vous devez devez savoir, des actes ignobles. Maintenant, choisissez bien vos termes, mais surtout vos mots. Il faudrait que vous sachiez en tout cas une seule chose, c'est qu'il est inadmissible que la France soit le premier producteur de l'uranium dans le monde. Je suis très d'accord. Cet uranium vient d'où? Du Niger et du Mali. Oui. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre d'histoire, d'ailleurs, Arriva qui est implanté avec beaucoup de plaisir d'ailleurs sur le sol africain, et que la France devient le premier producteur de l'uranium, vous devez comprendre une chose simple. Ces personnes vivent dans ce pays, n'ont même pas un seul franc symbolique. Hier encore, j'écoutais une interview de M. Bokassa, l'empereur Bokassa, il y a quelques années aujourd'hui, des dizaines d'années d'ailleurs, des décades, il déclarait haut et fort que les Français venaient creuser le diamant et l'or sans laisser même un seul franc. Et ils prenaient d'ailleurs la Centrafrique comme étant leur propriété privée. Donc à un moment donné, il y a certaines personnes qui, par amour pour leur patrie, vont se lever pour dire « nous n'en voulons plus ». Vous n'allez pas les déclarer persona non grata ou alors des terroristes. Oui. Steve, when we look at the presence of francs actually in Cameroon, in Africa, you understand that France behaves as if
Africans do not, you know, they don't know what they have. And as time, you know, it was at the during the colonial era, but as time goes on, Africans are becoming aware that the presence of the French in their territory is of no good to them, and that is why you continually see, you know, this kind of, I call it, you know, this kind of hatred for French presence. And one thing is, France should forget that when we talk of independence, it means a country is free. They should stop interfering in the administration of African countries. This is what is making, you know, there are other nationalities in other African countries. Why do we Ils n'ont même pas encore à l'idée de laisser passer l'Afrique. Ne vous mettez pas en tête que la France va se lever et va dire, moi je vais plus mettre mes pieds en Afrique. Ne vous tordez pas l'esprit, ça n'arrivera pas. Moi je suis d'accord avec vous de savoir qu'aujourd'hui les Africains comprennent justement que ce partenariat qui existait entre la France et les pays africains était un partenariat de duperie. Je suis d'accord avec vous. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du terrorisme. Parce que là, moi, je place un peu d'abord l'humain. Parce que ce sont des humains. Et je n'admets pas un acte terroriste, quel que soit ce qu'on peut reprocher à la France. Je vous ai posé une question tout à l'heure, vous n'avez pas répondu, c'est quoi terroriste? Is it France calling them terrorists or the Mali is calling them terrorists? Les Nigériens, les Maliens qui sont devenus des terroristes, ou bien c'est les Français? Is it Mali calling them terrorists or terrorists of France? Pour l'instant, on n'a pas encore identifié. Je parle sous le prisme du nom qu'on m'a donné. On dit les terroristes. And who is giving that? On les a pas identifiés. Who is giving that? Is it France or Mali? C'est le journal Le Monde qui donne le nom terroriste. Donc ils ne sont pas encore identifiés. Le journal Le Monde fait partie de quel pays? Je peux comprendre. Mais que ce soit le journal Le Monde, que ce soit même les journaux locaux. Oh, ben vous savez qu'il y a certains journaux qui n'ont pas encore compris. Hein. Ah bon? Oui. Ça, je ne sais pas. Je vous le dis clairement, qu'il y a des journalistes même qui n'ont pas encore compris ce qui se passe sur le continent africain. Même si nous savons pertinemment qu'il y a pas mal de bons journalistes qui ont compris justement ce qui se passe. Mais si les journaux locaux essayent de dénoncer... Dénoncer que ce sont des terroristes? Que ce sont des terroristes. Parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas identifiés. Ils sont identifiés comme terroristes. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes dans votre maison, oui. Un étranger arrive, vous met un couteau dans la gorge, viole votre fille, viole vos enfants, viole même votre femme. Quand vous avez besoin de vous défendre, vous êtes un terroriste? Non, ça c'est autre chose. Mais je voudrais dire ceci. Mais je vous dis que c'est ce qui se passe. Je voudrais ajouter ceci. En ce moment-là, vous êtes un terroriste, je vous ai posé une question. En ce moment, vous n'êtes pas un terroriste. Je voudrais ajouter ceci, Steve. Je voudrais ajouter ceci. Vous savez, les Africains n'ont pas le sentiment revanchard. N'ayons pas ce sentiment que les gens sont en train d'aiguiser. C'est pas un bon sentiment. C'est la différence. Les gens sont en train de se défendre. Ils ne sont pas en train de dire que c'est le terrorisme. Mais ce sont les autres qui disent qu'ils sont des terroristes. Je pense que c'est un sentiment de revanchard. Il faut pas. Même si aujourd'hui on comprend que justement, comme je parlais tout à l'heure, des duperies entre la France et les Africains, je pense que c'est pas de cette façon qu'il faut procéder. Moi, je pense que quelle que soit la couleur de peau qui différencie les humains, nous sommes tous des humains. Maintenant, je crois que c'est pas par un acte barbare. Je ne peux pas prouver un acte barbare. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il n'en demeure pas moins que nous connaissons que justement la relation qui existait entre la France et les pays africains est une relation... La liberté se donne ou elle s'arrache? Quelle que soit la manière, c'est la liberté. Elle peut se donner comme elle peut s'arracher aussi. On vous comprend, Alain Diok, jusqu'à preuve de contraire. Ne vous enfoncez pas davantage. Daily Nation, je vais me tourner vers vous, Mangué Vernassus, avec la grande de Daily Nation qui nous fait part d'ailleurs d'une histoire macabre, d'ailleurs ce matin, d'un jeune bébé qu'on appelle Pendo, qui a été tué d'ailleurs 3 ans plus tard. Les parents attendent toujours de la justice, qu'on leur rende justice. Actually, Steve, today, 11th of August, actually makes it 3 years since this child was killed, and the paper says this child would have been 3.5 years today, which means the child was killed when the child was just practically 6 months. And for 3 years, you know, in Kenya there was this post-election, you know, violence, and police officers, you know, in the quest of calming the protest, happened to have killed this baby. And the case was brought before the justice, and out of the 5 police officers who were at the scene, 3 were found guilty, and they were supposed to be, you know, to face murder charges. And the paper tells us that 3 years on, that's from 2017 up to today is the 11th of August, nothing has happened. The family is still waiting for justice to be done for the killing of their daughter. So it is like, you know, we've had cases of this kind of issue. When it happens, we try to hide. You know, we try to hide and, you know, silence the whole issue. And if the paper is coming back to it today, it means, you know, the population actually was against the act.
because when when there is whatever the situation, even outright war, the position of women and children are always, protected. But we are having a 6-month-old baby who was openly assassinated by police officers, and that is why the paper still keeps telling us that the situation... Une macabre histoire, ça il faut le préciser. Yes. Quand tu d'ailleurs un bébé de 6 mois pendant la protestation, c'est quand même grave. Que des policiers arrivent dans une maison pendant une manifestation parce que les gens sont dans la rue. Du côté du Kenya, on se rappelle d'ailleurs de cette crise post-électorale plus tard, et que vous arriviez, un bébé de 6 mois, vous décapitez. And the paper indicates that the killing took place in their house. It was not dans outside. La maison, non, yes, même pas dans la rue. No, it was not as if the baby, they went out with the baby, and in the confrontation the child was killed. The police officers walked into there. Yeah. Ils protestaient aussi le bébé. No, that's what we're saying, that it was not as if the child was out in the street with the parents maybe, and then in the protest he was killed. The police officers walked into their family compound and had the baby assassinated. Et pendant ce temps, nos amis du MRC annoncent d'ailleurs une manifestation pour la libération des prisonniers anglophones dès le 14 août prochain. Steve, I was asking myself when we are going to learn lessons from this issue, because we cannot understand that people are planning, a street manifestation. At this time, I think that this is not the right time to manifest. There are other ways to, to call for the release of... We've had international organizations calling for the release of maybe those who were arrested. When MRC party prepares for a street manifestation, it is another attempt, that's the way I read it, it is another attempt to put unrest, to bring about conflict in the city of Douala, because they have attempted 2-3 times and it did not work out, it did not turn out well. So when we start talking of coming back to the issue of, Donc pendant ce temps-là, ils ont cherché un sujet, le seul sujet qu'ils ont trouvé, c'est the release pour la liberté, voilà, the release of Anglophone prisoners and detainees. Is it that I don't think that this is they should be, clamoring for the solution, for the solving of the Anglophone crisis, rather than saying they are going to march. Must they march? I don't think. Laissez-les marcher. Okay, what will happen? Vous savez, Houphouët-Boigny avait dit d'ailleurs aux opposants du côté de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il était encore président de la République, il a dit laissez marcher les opposants, cela donnera de l'argent aux cordonniers. Okay, because their shoes will be... because their shoes, they will certainly destroy their shoes, and then showmenders will have to earn a living. Eh bien, je vais me tourner vers vous, Alain Diop. Pendant ce temps, Mutation connaît les verdicts du Conseil de la magistrature suprême. Eh bien, nos confrères ont noté d'ailleurs une grande purge à la Cour suprême. Désormais, Yap Abdou a été nommé d'ailleurs président de la Chambre des comptes. Et pendant ce temps, une dame, Annie-Noël Baounui Batende, est nommée présidente du TCS au tribunal criminel spécial. Oui, absolument. Je pense que même si le messager pense que justement c'était un pétard mouillé, parce que justement il s'attendait justement au bouleversement. On soupçonne que l'appareil judiciaire, il y a des corrompus dans cet appareil, et donc comme le Conseil supérieur de la magistrature, justement il fallait justement essayer d'inquiéter, puisque c'est le seul moment où on peut inquiéter les magistrats. Et d'ailleurs, vous savez que lorsqu'il y a conseil de la magistrature, les magistrats, ils vont avec les avocats, leurs avocats. Ils vont avec leurs avocats, donc c'est justement... Certains de nos confrères disent d'ailleurs ce matin dans certains des journaux, d'ailleurs dans les colonnes des journaux, que jusqu'à preuve de contraire, rien n'a été fait, parce qu'ils s'attendaient justement à certains autres magistrats qui devaient être arrêtés, peut-être même mis en prison. Oui, absolument. Donc je crois que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, même si on a essayé quand même de changer justement, parce que c'est un jeu justement de chaises musicales. C'est l'autre qui est là aujourd'hui, demain c'est elle. On change carrément. On change, mais alors que le fond du problème est là, c'est-à-dire que la corruption, parce que vous savez qu'il y a une étude qui a été menée, et chaque année, de plus en plus, justement, l'appareil judiciaire revient comme étant numéro 1. Je crois qu'il y a une année, c'était la police, mais il y a toujours l'appareil judiciaire qui revient à chaque moment. Donc on parle de corruption de plus en plus, et il faudrait que, justement, lorsqu'il y a un cadre normatif qui essaie justement peut-être de sanctionner, peut-être de proposer un certain nombre au président de la République, il faudrait que justement cela puisse être peut-être inquiété. En tout cas, pour nos confrères de l'Essentiel, ce matin, les magistrats ont eu la mention bien. Oui, disons que la mention bien, puisqu'ils n'ont pas été inquiétés, ça va être la mention bien, alors qu'on s'attendait justement à quelque chose de plus croyable, c'est-à-dire à la sanction de certains indélicats. Steve, you know, we're talking of the Higher Judiciary Council meeting in Cameroon, and when two parties are going to court, all of them think that they're right.
And it is the magistrate, it is the judicial system that will judge who is right. I think that when these magistrates were going for their counsel, we expected that these corruption charges would be trashed out. And if nothing filters out, it means the judiciary system, the higher judiciary council discovered that those were not corruption charges, or that they were not worth, you know, they did not have any weight. So that's why they judged them as meaning nothing. So I think all we were thinking that they are corrupt. Apparemment, les Camerounais pourtant s'attendaient à autre chose que ça. That is why and certains magistrats qui sont aujourd'hui englués dans certaines affaires très macabres. Which the council decided that no, they are not guilty. Because if they were guilty, non, ça signifie justement que le chef de l'État camerounais a déclaré haut et fort qu'ils sont non coupables. C'est ça ce que vous dites. Of course, nothing is out. Mais Steve, il y a même plus grave. Il y a même plus grave. Vous savez qu'il y a de cela, je crois que c'est 3 ans qu'on avait justement révoqué un magistrat qu'on appelle Mayanga Babe. Il y a encore quelques mois, d'ailleurs, on a révoqué notre magistrat. Oui, Mayanga Babe. Mais les gens s'attendaient que cette fois-ci, ça va être grave. Puisque c'était même ce magistrat était réputé d'être celui-là qui tranchait, il n'avait pas besoin du ministre de la Justice pour, c'est-à-dire il tranchait ses affaires comme ça venait. Et donc dans notre appareil, en tout cas dans l'appareil maintenant, l'appareil de l'État, on n'aime pas des gens qui sont indépendants, parce que je vous assure que ce monsieur, on le connaît partout. C'était un type qui était tellement tranchant que lorsqu'il y a une affaire, mais attendez-vous, si vous êtes coupable, vous aurez justement votre sentence. Il ne s'amusait pas. Et donc, on voyait au sein du Sérail que c'est quelqu'un, vous savez que le président de la République, lui, il veut la paix. Justement, la paix. Et voilà peut-être pourquoi il a déclaré au force hier hein, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Et ils ont eu la mention bien. Messieurs, terminons avec le sujet qui va nous intéresser d'ailleurs ce matin dans le débat. On va parler justement de l'expropriation de la population de la vallée d'une Thème. Une bombe à retardement contre la paix sociale, c'est notre grande interrogation. Vous connaissez d'ailleurs le principe, vous pouvez nous faire part en tout cas de vos réactions au 667 64 57 57. Et pendant ce temps-là, le quotidien Le Jour s'interroge ce matin. Conflit foncier dans la vallée d'une Thème. Comment sortir de la crise? Actually, Steve, it is one of the crises that we are ignoring in Cameroon, which will likely, not only in the Ntem Valley, but this issue of land in Cameroon, it is becoming a gradual, you know, a gradual time bomb that will, when it will explode, it will just be like this crisis that we've had that has been dragging. Parce qu'on a quand même un sérieux problème. Il y a les Douala qui se plaignent, les Bassins qui se plaignent, les Banen qui se plaignent. Maintenant, nous sommes dans la vallée d'une Thème. Les Bétis, justement, dans le centre se plaignent. Et là, jusqu'à preuve de contraire, depuis la nuit des temps, sur ce plateau, nous le disons d'ailleurs tous les matins, que la prochaine crise sociale de ce pays pourrait justement être la crise foncière. Donc, il faut faire très, très attention. Très, très attention. Je pense que chaque fois on parle de ça sur ce plateau, il faut que les autorités qui nous regardent essayent de prendre cela avec justement... Même si certaines de ces autorités sont justement engluées dans cette affaire. Oui, actuellement, comme cette affaire de la vallée d'une Thème. Oui, comme nous en parlerons dans un instant d'ailleurs, parce que nous avons eu pas mal d'informations. Nous aurions voulu avoir, il faut le dire, hein, le député qui s'est chargé de cette histoire. Mais bon, on a eu quelques petits problèmes. Il y a Yaoundé, nous sommes ici. On aura l'occasion en tout cas de l'avoir dans les tout prochains jours pour qu'il nous dise justement ce qui s'est réellement passé du côté de la vallée d'une Thème. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Alain Diok, je vous souhaite une bonne journée d'ailleurs. Je vous en prie. Et passez une bonne journée. Good day. Thank you, and Steve. Have a good time. Same to you, Steve. I hope tomorrow is another day. We'll be back. Ok, God bless you. Le thème de ce matin pour le débat expropriation des populations de la vallée d'une Thème, une bombe à retardement contre la paix sociale, c'est notre grande interrogation. Vous connaissez d'ailleurs le principe. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp pour vos réactions. Nous savons que les problèmes fonciers, on peut en compter presque dans toutes les régions du Cameroun. Et bien sûr, pendant ce temps, il y a pas mal d'invités qui sont bloqués dans les embouteillages. Mais bon, ils vont arriver. Nous ont d'ailleurs promis qu'ils seront là d'un instant à l'autre. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue tous les téléspectateurs de la DBS La Matinale, particulièrement tous les fan clubs qui nous regardent dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange matinal. Mon coup de gueule de ce matin, c'est un questionnement. Qu'est-ce qui nous tourne pas dans la tête de certains Camerounais? Il y a des drames pluvieux qui ont été réhabilités, construits ou aménagés dans la ville de Douala principalement. Et nous constatons avec beaucoup de désarroi que ces drames pluvieux sont transformés par les populations en décharges publiques. Et lorsqu'il y a des pluies, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est des inondations que ces drames pluvieux sont censés régler.
un problème que ces drones privés sont supposés résoudre. Donc moi je pense qu'on ne va pas tout le temps demander au gouvernement de tout faire, mais lorsque le peu qu'il fait, nous ne pouvons pas justement encadrer, entretenir cela. Donc je pense c'est la même chose qui se passe avec des lampadaires. Vous retrouvez sur la pénétrante Est que j'ai eu à voir tout récemment, vous vous rendez compte que des lampadaires ont été vandalisés, les fils ont été volés parce qu'ils vont vendre du cuivre dans le marché noir. Donc je pense qu'il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas amener dans la ville les comportements que nous avons dans nos villages. Merci beaucoup pour ce coup de gueule ce matin. J'espère que tout le monde a compris. Il faut quand même faire preuve de civisme. Eric Pépin Mikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Albert Natoula ici, bonjour à nos milliers de téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui, de près de loin, prient de tous leurs vœux pour que cette émission soit une véritable vitrine. Je manquerai de dire bonjour aux populations de l'arrondissement de Pouma, notamment à celle du village de Ngompem, qui ont adressé une jolie lettre au président de la République relatif à des problèmes de succession qui ont cours dans leur village. Voyez-vous, le chef de ce village est décédé au mois de mars, le 20 mars, et il s'ensuit une succession. Et comme dans la cosmogonie Bassar, le successeur ou alors la chefferie appartient prioritairement à la lignée. Il savait que les autorités en place veulent un peu ne pas respecter cette ordre. Changer la donne. Voilà, pour imposer le fils de M. Yinda, selon les dits de cette correspondant, un certain Wilfried Yinda. Et les populations ont adressé une jolie lettre assez fournie qui peut prêter à des enquêtes pour en savoir ce qui retourne, pour s'opposer à ce passage en force par rapport à l'imposition de M. Wilfried Yinda comme chef du village de Ngopem. D'ailleurs, cette lettre a abondamment alimenté la toile et puis les milieux de la communauté Bassan pour bâtir. Vivement que les autorités essayent de se remettre en question et de faire prévaloir les lois qui régissent la chefferie traditionnelle dans cet espace géographique du Cameroun. Il ne faut pas oublier que le village Ngompem a brillé par le fait que elle botte toujours en touche ces élites-là qui ne jouent pas effectivement leur rôle. Il ne faut pas oublier que c'est le village natal de Yinda, l'ancien président directeur général de la Sosucam. Et en 2018, ce village a attribué un vote sanction en votant contre le RDP, c'est le principal élite, dont, comme on l'appelle l'archiduc, a lamentalement perdu le vote dans son propre village. Pourtant, les villageois avaient pris préalablement du sucre comme outil de motivation pour que ce vote soit un vote légendaire. On se rappelle quand même que dans la Sénégal maritime à cette époque-là, hein, tout le monde avait voté pour l'UPC. Non, pour Univers. Univers à l'époque. Voilà. Non, allez, ça voit ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, là, il revient revanchard pour que son fils soit chef traditionnel. Oui, mais ça va être très compliqué parce que si vous lisez un peu la note, il y a en clé une volonté de faire même base sur à peu près 1300 hectares de terrain qui représentent un espace communautaire. Il y a également en jeu les éventuelles études en rapport à la construction du barrage hydroélectrique du Grand Ewen par l'entreprise Hydromine, mais également en guise de toile de fond, il s'avérerait que il y a eu des études préalables par rapport au sous-sol de ce village qui savait être riche en ressources, très riche d'ailleurs. Voilà, en ressources minières, et que les populations jusqu'à présent n'ont pas reçu des informations relatives. Donc, je vous invite d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes assez altruiste, à parcourir cette lettre. Peut-être ça pourra faire l'objet d'une thématique dans le cadre de la dans le cadre justement de DBS. Voilà. Maintenant, on ne va pas également oublier que la semaine dernière, nous avons parlé justement de l'autorité traditionnelle et surtout de l'autorité administrative. Là encore, on voit justement l'amalgame entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, voici le débat.
Expropriation des populations de la vallée d'une thème, une bombe à retardement contre la paix sociale, c'est la grande interrogation et surtout notre thème de ce mardi 11 août de l'an de grâce 2020. Si rien n'est fait, les populations de cette localité qui vivent de l'agriculture n'auront plus de terres cultivables. La vallée d'une thème est un département du Cameroun situé dans la région du sud. Son chef-lieu, c'est Ambam. Si rien n'est fait, les populations de cette localité qui vivent de l'agriculture, de la chasse et surtout de la cueillette n'auront plus de terres cultivables. 66 430 hectares de terre et pour cause l'expropriation sauvage, ça il faut le dire, de 66 430 hectares de terre, je me répète, pour cause d'utilité publique, entre guillemets, c'est ce qu'on déclare encore pour l'instant. Après des consultations, il ressort que les populations concernées par cette expropriation sauvage n'ont jamais assisté à aucune réunion et ne sont au courant d'absolument rien. Encore moins été associés aux différentes procédures conduisant à cet acte. Il ressort également que ce dossier a été gardé secret pour mieux piétiner d'ailleurs les intérêts des populations de cette vallée d'une thème. Nos populations vivent de l'agriculture, de la chasse et de la cueillette. Une amputation d'autant d'hectares va certainement avoir des conséquences dramatiques dans l'avenir. L'installation d'une telle supercherie va induire un mouvement de population qui ne sera certainement pas en notre faveur, se plaint d'ailleurs le docteur Mengue, le député de la vallée d'une thème. Le gouvernement interpellé, selon l'honorable, le gouvernement doit prendre ce problème à bras le corps, sinon d'ici une trentaine d'années plus tard, estime-t-il, nous espérons et surtout nous serons tellement minoritaires qu'il serait impossible pour les collectivités Mtumu et Mvaye d'avoir un représentant au Parlement ou dans nos exécutifs communaux. Nos ancêtres nous ont appris que le pied qui a été mordu par un serpent a peur même de la brindille. Ça, il faut préciser par ailleurs que c'est une sagesse de chez nous. Nos forêts sont assez envahies. Un tel projet ne nous sera certainement pas bénéfique à long terme, pense le député de la vallée d'une thème. Quoi qu'il en soit, le docteur Menga porte son soutien en faveur de toute procédure qui annulera ces actes administratifs, lesquels, messieurs, selon lui, ont été pris en violation de la loi, en ce que l'expropriation pour cause d'utilité privée. Je matérialise mon soutien par la contribution d'une modique somme de 200 000 francs CFA pour le fonctionnement du comité, conclut-il. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons ce matin comment avoir pris l'initiative d'exproprier des populations de 66 430 hectares. Cela signifie que ces personnes n'auront plus de terre. Et là, en ce moment-là, on va se poser justement la question. Albert Anatola, ici, n'est-ce pas là une même base de Neo Industry sur la vallée d'une thème? Écoutez, Steve Jocelyn Goss, le cas que vous évoquez, qui fait l'objet de la thématique de ce matin, était un cas parmi tant d'autres. Tout à l'heure, lors de la revue de presse, oui, vous avez évoqué quelques cas. Oui. Notamment, vous avez déjà au niveau du département du Vouri, le roi Bel, qui va en guerre contre certains expropriateurs. Et parmi ces expropriateurs, vous avez des autorités administratives qui ont carrément envahi le domaine qui appartient à la communauté Sawa. Dans le département du Cam, c'est la même situation. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu... Du côté de Bombolo également, on a le même problème, d'ailleurs, il faut le préciser. Un député de l'Assemblée nationale qui a dû faire une sortie pour s'offusquer de ce que, justement, les terres de sa communauté étaient expropriées. Du côté... pas très loin de chez mon frère, mon copanéliste Eli Pepin Bikaï, c'est la même situation qui prévaut là-bas. Et vous trouverez également comme expropriateurs non seulement les individus anonymes, vous avez également les autorités administratives. C'est une situation qui est devenue générale. Et c'est comment au très haut niveau de l'État, jusqu'au bas de l'échelle. Mais il faut d'abord, avant de poursuivre mon propos, indiquer, selon, n'est-ce pas, le statut juridique de la terre, on ne peut pas d'expropriation. Lorsque vous détenez un titre de propriété, cette terre peut être expropriée pour utilité publique ou pour utilité privée. Maintenant, pour que les populations soient expropriées de leur terre, parce que possédant un titre de propriété, on organise généralement les audiences foraines. Les audiences foraines, c'est pour qu'il y ait une consultation. Dans le cas qui nous intéresse ce matin, les populations déclarent haut et fort qu'elles n'ont pas du tout été, il faut le dire, hein,
dans cette réunion foraine que vous allez nous raconter. Oui, j'y arrive. Elles ne sont même pas au courant. J'y arrive. Donc, maintenant, quand vous êtes dans exproprié, cela suppose donc que vous allez par la suite bénéficier des indemnisations. Parce que par rapport, calculer sur la valeur, sur la mise en valeur de votre, au côté de la mise en valeur de votre terrain, maintenant, si votre terrain n'est pas titré, vous n'avez pas de titre de propriété, on va parler de déguerpissement. Là, il faut donc déjà savoir faire la différence. Est-ce que, lorsqu'on parle d'expropriation, est-ce qu'il y a un titre foncier collectif dans cette communauté? Si c'est le cas, ça veut donc dire que, logiquement, on devrait organiser des audiences foraines, que ce soit pour l'utilité publique, que ce terrain est sollicité ou pas, ou privé. Logiquement, on devrait d'abord organiser les audiences foraines pour une large consultation avec les villageois, si vous voulez, et ensuite calculer, envisager les indemnisations, parce qu'il y aura un préjudice. En plus des indemnisations, il va falloir envisager des zones de recasement, parce qu'on ne veut pas exproprier quelqu'un, vous l'envoie dans la rue sans savoir où il va être recasé. C'est la même chose pour ce qui concerne les déguerpissements. C'est-à-dire que, puisque vous n'avez pas mis votre terre en valeur, vous n'avez pas de titre de propriété, eh bien, maintenant, c'est lui qui vient s'en accaparer, qui va voir quel investissement vous avez fait. Est-ce que vous avez une cacaoyère, une palmeraie, je ne sais pas quoi, ou une cabane. On va essayer d'évaluer cela et puis on vous donne votre argent. Mais là encore, on doit pouvoir envisager une zone de recasement. Ce qui pose problème dans le cas qui nous intéresse justement, c'est parce que les communautés n'ont pas été associées. C'est une décision qui a été prise dans les bureaux foutrés de Yaoundé, et par ce que vous appelez souvent l'élite. Eh bien, ils ont pris langue avec un opérateur économique qui s'appelle Néosi Emmanuel, qui est le promoteur de Néo Industrie SA, qui est situé à Kekem, dans l'optique de construire, n'est-ce pas, une usine de transformation de fèves de cacao. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, lorsque vous allez à Kekem, est-ce que la superficie qu'occupe Néo Industrie SA couvre la superficie de 22 000 hectares, de 26 500 hectares ou de 66 000 poussières d'hectares? 430 hectares. Est-ce que ça couvre cela? Ça veut dire que derrière, il y a des gens qui sont en train de porter, de le pousser en avant, et par derrière, ils vont faire d'autres choses. Je pense qu'il est important pour éviter toutes sortes d'amalgames. Comprendre que, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, on n'est pas contre un investissement qui peut créer des emplois. Les populations ne sont pas contre un investissement qui peut créer des emplois, si c'est vrai que ça peut créer des emplois. Ce qui est important, c'est que, véritablement, que les communautés soient associées. Et que ça ne fasse pas, que ce projet ne soit pas porté par une élite mafieuse. Parce que lorsque vous avez des noms, parmi il y a 4 noms qui m'ont été communiqués. Vous avez le ministre, le ministre des Finances, qui est, son nom y est associé. Il y a l'ex-premier ministre Yann Philomon qui est également associé justement à cette affaire. Vous avez Antoine Bikoro, qui est l'ancien DG, n'est-ce pas, du chantier naval industriel du Cameroun. Son nom est associé. Maître Mbiam, entre autres. Le fameux Antoine Bikoro. Donc, Abessike qui également a signé d'ailleurs cette pétition, enfin, cette concession. Oui, ministre, il était à l'époque ministre des Domaines. Nous savons comment elle a géré ce département ministériel. Il y a beaucoup de titres fonciers qui sont en train d'être annulés par son successeur dans ce poste. Donc, je pense que, comme je disais tantôt, lorsqu'il y a un investissement qui peut créer des emplois, c'est pas mauvais. Mais il est important que Je vais vous poser une question avant de vous couper. 66 430 hectares. On a besoin de 66 430 hectares pour créer une usine pour la production de fèves de cacao. C'est ce que je vous ai indiqué justement tout à l'heure. Est-ce que lorsque vous allez à Kekem, vous visitez l'usine Néo Industries SA, c'est pas bâti sur une superficie de 22 hectares. Encore moins de 26 hectares ou de 106 000 hectares, parce qu'en réalité, nous sommes dans une guerre de chiffres par rapport au cas de la vallée du Finalement, ça nous rappelle encore le même problème que nous avons eu à aider il y a encore quelques jours, où un Chinois arrive et a besoin de construire une usine de production de chaussures et il a besoin de 10 hectares. Non, ce qui se passe dans la vallée du Ntem, c'est quoi? Il s'agit de l'œuvre d'une bourgeoisie comprador. C'est-à-dire que maintenant, pour blanchir de l'argent,
au lieu de créer véritablement des industries, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des terrains. Mais je voudrais quand même pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, préciser deux choses. La première, c'est quoi? C'est que vous avez ce que vous avez appelé tout à l'heure les promoteurs, c'est-à-dire les expropriateurs pour raison économique. C'est-à-dire que créer un investissement, comme on annonce dans le cas de néo-industrie, vous avez les expropriateurs individuels. C'est-à-dire ces gens-là qui quittent leur village, il faut aller acheter les terrains ailleurs. Dans d'autres villages. Dans d'autres villages. Et pas pour créer des emplois ou la richesse, ou de la richesse, non. C'est pour créer des champs, pour régler leurs problèmes économiques. Et là, je pense que ça pose problème. C'est un cas que je connais chez moi. Il y a un haut commis de l'État qui a acheté pratiquement des villages, pas pour construire une industrie agroalimentaire ou pour un investissement autre, mais c'est pour créer, juste pour investir, parce qu'à long terme, lui va créer, il va construire des châteaux ou un hôtel. Est-ce que ces genres d'investissement, ça crée des emplois? Je vais terminer avec vous, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Finalement, les personnes qui sont expropriées sont propriétaires d'ailleurs de leur terre, de leur village. Un matin, vous avez parlé de zones de recasement pour aller les recaser où? Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est de son village, vous allez, non, je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame. Je parle de ne pas faire d'amalgame. Oui. Vous savez, la propriété foncière au Cameroun est encadrée par la loi. Je crois que c'est l'ordre de 1972 qui est désuète, parce qu'il faut une réforme foncière au Cameroun. Parce que lorsque l'État est propriétaire de toutes les terres, ça me pose des problèmes que c'est en train de poser actuellement. C'est-à-dire n'importe quel Kidam peut débarquer. Nous avons déjà maille à partir avec des Chinois, des Libanais, des Français, des Américains, qui ont des titres de propriété chez nous, c'est-à-dire au Cameroun. Et ils produisent non pas pour nourrir nos populations, pour aller nourrir les leurs. Ça pose un peu. Donc je pense que la problématique que vous posez, c'est qu'il y a urgence à réformer la loi sur la propriété foncière au Cameroun. Donc je pense que c'est vrai que dans les villages, on peut demander aux gens d'avoir un titre de propriété. Parce que selon, n'est-ce pas, le principe selon lequel la terre appartient aux premiers occupants. Et dans les villages, vous avez des caveaux familiaux. Vous avez les tombes de nos ancêtres qui se retrouvent. Bon, vous voyez donc ces gens qui profanent carrément ces tombes-là parce qu'ils veulent faire leur business. Ça pose un problème à la fois anthropologique, culturel, même si pour manipuler l'opinion, on veut tout le temps mettre en avant les intérêts économiques. Merci Albert Anatola. Ici, il y a des invités qui sont en train d'arriver petit à petit. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour Anatole et Pépin. Merci pour cette invitation. Bon, j'ai été en retard. Non, on sait qu'il y a des embouteillages du côté de Dokoti, c'est pas facile du tout. Vous avez également, là, il y a également Edmond Kuaté qui nous a écrit tout à l'heure pour nous dire que trop d'embouteillages, il va devoir garer pour prendre la moto. Il est déjà là. Il est déjà là, justement. Edmond Kuaté, là, du Gary quelque part, je pense, pour pouvoir être là ce matin. Messieurs, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Je vais me tourner vers Eric Pépin Bikaï. Eric Pépin Bikaï, beaucoup de personnes aujourd'hui déclarent haut et fort que l'élément qui est mis en avant, c'est qu'en prenant justement ces terres de la vallée d'une thème, il faut également le préciser, c'est pour créer des emplois. Non. Et c'est justement ça qui pourrait pousser le chef de l'État à concéder ces terres de la vallée d'une thème. Non, je ne veux pas revenir sur ce que Albert Anatola ici a brillamment démontré tout à l'heure. Il faut dire que cette concession ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Voyez-vous. Est-ce que concession, il y en a vraiment eu? Parce qu'il va falloir justement qu'on en parle sur ce plateau. Est-ce que concession, il y en a justement eu? Parce que jusqu'à preuve de contraire, les populations ne sont pas au courant. Non, puisque apparemment, Néo Industrie a obtenu une concession de 26 000 hectares dans la vallée d'une thème, déjà. Mais elle ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Et Albert évoque un truc. En fait, je veux revenir sur un aspect technique d'abord avant de comprendre le pourquoi ce problème. Voyez-vous, ce qui fait problème, c'est la production de la fève de cacao. Et depuis pratiquement 15 ans, l'État, à travers la SODECAO, avait mis sur pied des stratégies de restructuration de cette entreprise pour booster la production des fèves de cacao, notamment à partir de la crise ivoirienne début des années 2000. Début des années 2000. Et on n'a pas été capable d'atteindre les objectifs 15 ans après. C'est-à-dire caracoler à peu près à une production de 600 000 tonnes de cacao, de fèves de cacao. Ça fait qu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes le 4e producteur africain avec une production en deçà de 250 000 tonnes.
à peu près. Comparativement aux pays comme le Ghana qui caracole à 800 000 tonnes et le Nigeria à 600 000. La Côte d'Ivoire, c'est un champion international avec 1 650 000 tonnes de production. Même si le Burkina Faso est devenu le premier producteur de cacao. Bon, vous connaissez pourquoi ils sont dans la négoce de cette fève-là. Le Burkina Faso, c'est un pays sahélien. Mais aujourd'hui, on le classe parmi le premier producteur de cacao en Afrique. Il bénéficie des rentes de la sous-traitance rendue. En tout cas, c'est pas notre sujet, allez-y. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est tout comme le Rwanda aujourd'hui est le premier producteur de coltan. Oui. Allez chercher pourquoi. Donc, j'étais donc en train d'expliquer que, à partir de là, il y a des acteurs qui s'intéressent à cette filière-là. Et le Cameroun, à côté d'exporter ses fèves de cacao sur le marché international, parce qu'il s'avère que c'est l'une des meilleures fèves par rapport aux conditions climatiques, parce que nous on a un climat assez contrasté, ça fait que lorsqu'on se met dans les cultures tropicales, on a toujours une productivité qui est différente de celle que d'autres pays comparables à nous mettent sur le marché international. Donc, il s'avère que notre fève est l'une des meilleures sur le marché international, mais son abondance est très limitée. Ça fait que il y a une entreprise qui est installée depuis des années au Cameroun, l'entreprise française, c'est pas la Cacao, qui achète des fèves auprès des populations locales. Et son entreprise de transformation, la Chococam, qui transforme ses fèves et parvient à satisfaire ses canaux de commande à travers le monde et même sur le territoire national. Mais il y a également un bon nombre d'acteurs qui sont sur place, qui achètent des fèves de cacao et qui exportent. Et il y a un certain nombre de bassins de production au Cameroun qui sont connus. Il y a le bassin du sud-ouest. Il y a le bassin du centre avec les locomotives telles que Boudmakak ou Mbangasina qui sont connus. Ça fait que lorsque de nouveaux acteurs s'installent, ils ont besoin également de conquérir les marchés. Et là, dans la géographie économique, ils ont deux approches. Soit venir bousculer ceux qui étaient déjà installés en augmentant le prix d'achat du kilo de la fève auprès des villageois, soit créer ses propres plantations. Je pense que c'est ce qui a motivé, c'est la deuxième option qui a motivé peut-être les promoteurs de Néo-Industrie. Néo-Industrie, c'est quoi? C'est un investissement de 52 milliards, dont le ministère de l'économie et de la planification a accompagné cet investissement à hauteur d'1 milliard. C'est un investissement privé qui est installé à Kekem. Or, Kekem est un bassin naturel de production de café, pas du cacao. Et avec la détérioration des termes méchants sur le marché international, les populations ont muté leur production pour se spécialiser dans la production du palmier à huile. J'ai un camarade qui a d'ailleurs fait une brillante thèse sur cet espace-là, où il démontre que le cacao a été mis de côté au profit du café. Le café a été mis de côté au profit du vivrier marchand et du palmier à huile. Une thèse qui a obtenu une mention très excellente. Donc, maintenant, il installe donc son entreprise à Kekem. Il veut faire dans la transformation du cacao. Kekem n'est pas un bassin de production du cacao. Accessoirement, quand moi j'ai vu ce projet, c'était un projet salutaire. Je me suis dit, ok, comme il n'est pas très loin de l'un des principaux bassins de production du cacao au Cameroun, qui est le sud-ouest, ça veut dire que, quel qu'en soit le cas, il va gratouiller dans cet espace-là. Or, le sud-ouest est déjà occupé par un opérateur connu de la place, que je ne citerai pas le nom, depuis des années, qui commerce avec ses producteurs, les accompagne, les produits et les produits phytosanitaires. Bref, il est difficile pour un opérateur qui vient d'arriver dans le secteur de pouvoir faire perdre cette confiance à cette population qui cohabite déjà avec cet opérateur. Donc il faut à tout prix avoir des plantations. Sauf que si se tourne maintenant vers la vallée d'une thème, faut le dire, la vallée d'une thème, c'est une superficie à peu près de 7300 km² de superficie. Et la densité de la population à l'intérieur de cet espace-là, c'est de 4 habitants au km². Donc c'est une zone vide, à peu près. Mais il n'y a pas de zone vide au Cameroun, parce qu'en réalité, les territoires sont censés appartenir aux communautés, qui en sont gestionnaires et qui existent avant la création de l'État. N'oublions pas de le préciser à nos téléspectateurs. L'État du Cameroun n'existe que depuis la signature du protocole comment on appelle ça, du traité germano-douala du 14 juillet 1884. C'est à partir de là que naît l'État du Cameroun. Mais avant cet accord-là, l'État du Cameroun existait sur le prisme soit des chefferies, soit des communautés, soit des royaumes. Le cas le plus patent, par exemple, c'est le royaume Bamoun, la dynastie Charé, qui existe au Cameroun depuis 1350. Ça veut dire qu'ils ont une longue période de dynastie et des personnes qui sont succédées
à la tête de ce sultanat. Donc, quand l'État arrive peut-être en 1884, il trouve déjà les communautés qui y sont installées. Le droit français qui est arrivé, ou alors le droit allemand dans un premier temps, ne reconnaît pas la propriété des autochtones, en fait, comme on dit, des populations qui étaient installées, et les confère un statut de gestionnaire. C'est ce qu'Albert essaie de démontrer maintenant que la loi de 72... Dont les populations sont gestionnaires des territoires qui leur appartiennent. Tout simplement, ça les appartient. Parce que si les populations veulent que les territoires les appartiennent, faut qu'ils fassent des demandes auprès de l'État qui les accorde des concessions. Et même à ce niveau, il y a également une grosse escroquerie parce qu'en réalité, des concessions ne peuvent pas être faites sous le prisme des individus. Mais des individus peuvent avoir des vastes exploitations, des vastes superficies de terre. Vous le connaissez, nous tous dans nos villages, on connaît les limites de telle famille par rapport à telle autre. C'est connu de tout le monde. Mais si c'est un jour, je veux faire titrer par exemple la propriété de mon grand-père, d'ailleurs je ne peux pas passer sur né après 1974, ce qui est une escroquerie, pourtant je suis peut-être le chef de ma famille. Je ne peux pas avoir un titre foncier au nom de ma famille parce que je suis né après la loi de juillet 1974. Donc, quand on fait donc cette concession-là, cette concession, je signale qu'elle est signée. Mais elle s'est faite sans respecter les règles de l'art. Je voulais leur expliquer que si le promoteur de Néo Instruit avait voulu normalement, il devait installer l'usine de Kekem dans la vallée d'Intem. Ça aurait montré sa volonté de pouvoir apporter sa pierre au développement de cet espace-là. Voyez-vous également le sud, non seulement que c'est une zone assez déserte en termes de densité humaine, c'est également une zone hyper enclavée. C'est pas moi qui le dis, ça fait l'objet d'un ouvrage qui s'est vendu à plus de 35 000 exemplaires de Charles Ateba Aîné, Les paradoxes du pays organisateur. C'est pas moi qui le dis. Donc, quel qu'en soit les cas, les populations n'ont pas été associées, que ce soit en amont ou en aval de ce projet-ci, et se trouve aujourd'hui face à ce dilemme. Il s'agit nullement du tribalisme ou du sectarisme ou quoi que ce soit. Il s'agit avant tout d'une incompétence manifeste de la part de ceux-là qui ont géré ou alors qui ont voulu faire passer par force ce projet qui est louable. On parle de près de 8 000 emplois qui peuvent être créés. C'est ce qui est mis en avant, mais personne ne peut dire que c'est le cas. Mais par contre, c'est mis en avant, mais ce n'est pas sûrement le cas. Il est reconnu dans les études de géographie économique que le Sud n'est pas une zone de production de cacao. Mais le Sud a les caractéristiques pédologiques et climatiques d'être une zone de production de cacao. Parce qu'en réalité, le cacao pousse prioritairement dans une zone forestière où on a besoin d'eau et d'une grande quantité d'humidité. C'est qu'on retrouve prioritairement dans la région du Sud. Donc, si les autorités, dans le cadre de ce projet, avaient voulu orienter la productivité de cacao dans cette zone-là, on aurait mis tout en œuvre pour qu'on installe les populations dans cette activité, afin que celles-ci, à la fin de leur production, puissent être capables de vendre les produits à peut-être Néo Instruit. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a également une autre entreprise du même calibre qui est installée à Kribi, qu'on appelle ACC, et qui aussi a besoin de fèves de cacao. Parce qu'il faut le dire, les prévisions de Néo Instruit, par exemple, en termes de fèves de cacao, c'était 40 000 tonnes. Les prévisions de ACC, en termes de fèves de cacao, c'était 60 000 tonnes pour faire tourner leurs usines. Mais dans ce type de projet-ci, on ne met pas l'usine en avant. On met d'abord en avant les exploitations agricoles. Donc, c'est au bout de la 3e année en termes de productivité qu'on pense à la construction de l'usine. On ne construit pas l'usine à Kekem et on part chercher des terres dans la vallée d'Intem. Il y a une grosse escroquerie et c'est normal que les populations prennent cette position. Je vais me tourner vers Edmond Kate qui est également dans ce studio ce matin. Edmond Kate, bonjour. Bonjour Steve. Malgré les embouteillages, vous y êtes arrivé? Oui, c'était pas facile. J'ai dû passer 30 minutes sur place Andokoti et pour finir, j'étais obligé de garer et trouver un autre moyen sur la moto. Voilà, c'est justement sur le carrefour de Côte. On demande de changer depuis très longtemps. On nous a monté des maquettes. Mais bon, bienvenue à vous. Hein. Merci. Malgré les difficultés, merci d'être là ce matin. Patient, parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire, selon les informations qui nous parviennent. Paul Biya n'a jamais concédé de terre en Néo Instruit dans la vallée d'Intem. Et d'ailleurs, le décret d'indemnisation et d'incorporation des dites terres dans le domaine privé de l'État de Yang Philemon, ex-premier ministre, n'a aucune valeur juridique. Et surtout, parce qu'il a été signé sur la base d'un acte caduc de Kouma Bessike, alors ministre des Domaines. D'abord, je tiens à féliciter mes deux prédécesseurs sur ce plateau. Le Nkoukouma, n'est-ce pas, l'homme, le grand chef de centre, et Pépin, ils ont bravo. On voit qu'ils ont fait un travail de recherche pour mieux
expliquer ce qui se passe. Donc je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. J'ai essayé de passer ma nuit à comprendre c'est quoi les concessions, c'est quoi ce décret, c'est quoi cet arrêté, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que Pépin, il a été largement, il a abondé dans ce sens-là. Moi, je vais m'attaquer plutôt à notre problème. D'abord, je tiens à vous donner une information que je pense que vous avez déjà, qui est une très bonne information. Le sultan Mbombo Njaya, le sultan de Bamoun dans le Noun, a concédé librement 700 hectares de terrain pour le déplacer interne de la crise anglophone. 700 hectares de terrain. C'est-à-dire que le sultan de Bamoun, voyant la détresse des populations du nord-ouest qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus de revenus fixes sur le plan agricole, a dit, bon voilà, je vous donne 700 hectares, vous pouvez vous y installer. Mais quand je le dis, vous voyez donc que l'autorité traditionnelle peut disposer des terres à son bon vouloir. Justement. Là où nous sommes dans des aires qui sont, soi-disant, bien organisées. Et on donne l'impression que dans des aires où on n'a pas cette organisation pyramidale avec un chef puissant au sommet, ce sont des no-man's-land. C'est faux. Ce qui se passe avec cette affaire-là, c'est l'échec de pouvoir. Le pouvoir qui a échoué. C'est le pouvoir qui a échoué. Je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans le ministère des Domaines, avec tous les ministres dont un que vous avez cité là. C'est un faux, vous n'avez jamais vu. On octroie des terres de gré à des amis, souvent à un franc symbolique. Regardez seulement la parcelle, le territoire qui part du pont de la Dibamba, quand on vient de Douala jusqu'à Edea. C'est un scandale. C'est de jamais vu. Les populations qui sont dans ces régions-là, leurs petits-enfants n'auront plus de terrain. Parce que les ministres installés à Yaoundé, on ne sait bien pourquoi, ont bradé avec des gré à gré, vous ne pouvez pas... C'est incompréhensible. La question de fond qu'on peut vraiment se poser, c'est de dire, mais c'est pas possible. Maintenant, allons dans le fond du problème. Un investisseur camerounais, parce qu'il y a aussi des investisseurs chinois qui ont pris des terrains le long... Pakistanais, Libanais, voilà, et tout ce que vous qui prennent des terrains le long de la Français, Sanaga, et on a l'impression que personne ne s'en offusque. C'est pour ça que je continue d'indexer ce régime. Je continue d'indexer le président Paul Biya et son équipe. C'est eux qui sont responsables de ces désordres. Vous avez vu une vidéo qui a circulé dernièrement où un chef de village, une dame, fait front au sous-préfet qui vient de dire, mais Diber, la route pour les grumiers, la lame dit non. On a eu un contrat que les gars là font les coupes de bois, mais en compensation, ils reversent une petite partie dans une caisse commune du village. Ce contrat n'étant pas respecté, il est hors de question que ce grumier continue de traverser ici. Alors, c'était un échange un peu épique entre les deux, oui, mais ça dénote du caractère, j'allais dire, excusez-moi le terme, mais voyou de l'État vis-à-vis des communautés. Justement. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Personne ne peut l'accepter. Personne ne peut l'accepter. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que le développement d'un pays, c'est quelque chose qui se fait de concert avec les populations. Il faut intégrer, quand on parlait de décentralisation, c'est ça les problématiques de la décentralisation. Il faut impliquer les populations dans les prises de décisions qui vont fatalement impacter sur leur vie au quotidien. Il faut rapprocher de l'administration des administrés, comme on nous dit. Mais surtout, il faut que tous les projets de développement économique, social, tout ce qu'on veut, comprennent la vie des populations locales. Mais quand vous êtes à Yaoundé, vous ne demandez personne. Moi, j'arrive, je dis que je veux des terres dans la Damawa pour faire, je ne sais pas, la culture du blé. Ou l'élevage. Vous venez, vous dites que oui, monsieur Ndom, c'est super, bien, votre projet est bien, vous avez les financements, je dis les voilà. Je mouille un peu la barbe de tous les collaborateurs du ministre parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on parle comment vrai. On me concède le truc. Et du jour au lendemain, des gens qui sont nouveaux là-dedans apprennent seulement que leur terre ne leur appartient plus. Leurs villages ne sont plus leurs villages, etc., etc. Un jour, j'étais dans... j'en aimais les écrans noirs. Ça fait des années. Et j'étais avec un réalisateur cambodgien. Nous partons de Douala pour Yaoundé. Mais elle voit le vide. Elle me dit, mais tout ça, c'est comment? Je lui ai dit, non. Ce qui te paraît vide, là, ce sont des villages de gens. Si tu mets le pied là, on va t'expliquer que ça appartient à quelqu'un. Mais l'État s'en fout. Bon, maintenant. L'explication qu'on nous donne, c'est qu'il y a des parcelles de terre
qui sont du domaine de l'État, qui sont de la propriété de l'État. Même ici, dans la périphérie de Douala, il y en a, après d'Indi là-bas. Mais, ce qu'on conteste violemment, ce que moi, je conteste violemment, c'est que comme dans le cadre du barrage de Wem, dont tout le monde parle, où à peu près 127 villages de la Sanaga maritime et de Nyongokeli, et même de l'arrondissement de Pouma, vont être complètement rasés pour un projet aux ambitions nobles. Sortir le Cameroun de son insuffisance en termes de production d'énergie électrique. Donc, donner une souveraineté énergétique au Cameroun. C'est une idée noble. Mais alors, 127 villages rasés, c'est un problème. Que fait l'État pour associer les communautés villageoises à ces discussions? Ce qui se passe, c'est que les gars d'Hydromine, excusez-moi le terme, ils viennent, ils rencontrent 2 ou 3 chefs de village. Vous connaissez nos villages qui sont désertés, et vous savez souvent qui est chef là-bas. Ils donnent quelques sacs de riz, ils réunissent la petite communauté villageoise qui est là, ils signent des bouts de papier, ils disent que bon voilà, on s'est arrangé avec telle communauté. C'est faux. C'est faux. Si ailleurs, comme j'ai pris le cas de nous, les terres, le sultan peut décider de disposer de ces terres comme il veut, dans d'autres aires géographiques, ce n'est pas comme ça. Comme ça, c'est interdit. Mais terres qui sont chez moi à Bourbia, ce n'est pas mon chef de village qui doit décider de ces terres. Non. Il n'a même pas le droit de mettre des pieds là sans mon accord. Attention. Donc, il y a donc une véritable réflexion sur le plan à la fois anthropologique, sociologique, etc., culturel, pour qu'on comprenne même, comment on dit ça, l'organisation sociale des différentes aires géographiques de notre pays. Au-delà de cela, il faut que l'État fasse l'effort d'avoir un véritable plan de développement et d'organisation sociale sur l'ensemble du territoire. Comment l'État entend booster le développement secteur par secteur sur tout notre territoire? Quelles sont les activités qu'on peut par exemple faire à l'extrême nord, dans la Damawa, au nord, au sud-ouest, au nord-ouest, de manière prioritaire? Et en fonction de ça, la nation, c'est pour ça que nous, quand on a posé la question du dialogue national inclusif, les gens ont dit, oh non, on va régler la question de la crise anglophone et c'est terminé. Non, non, c'était sur cette question-là aussi. Il y a plein de questions comme ça, sur lesquelles nous on pensait que les représentants, comment dire ça, l'État profond, avec, non, le peuple profond, avec les représentants du peuple profond, l'État devait s'asseoir pour commencer à réfléchir. Comment on va faire pour amorcer, après régler les questions de paix sociale, mais amorcer le véritable développement de notre pays. Et cela passait par la quête, ou bien, comment dire ça, il fallait qu'on conquiert d'abord notre souveraineté, de la question de la monnaie qui se posait aussi. Mais si ce n'est pas comme ça, les copains et les coquins qui sont arrivés, dont certains ont fait fortune sur le dos de l'État, ils vont s'organiser pour mettre le pays en coupe réglée. Et chacun aura sa petite parcelle de territoire. Et d'un autre côté, il y aura des sans-terre qui ne pourront rien faire. Je dis c'est une très bonne opportunité avec cette question. Que l'État enfin se réveille et organise les états généraux du développement, mais surtout de l'implication des communautés villageoises, si je peux les appeler comme ça brutalement, dans le processus des initiatives de développement dans leur localité propre. C'était une petite parcelle comme ça du grand dialogue national inclusif dont nous on demandait. Si vous ne faites pas ça, ça va être le plus fort. Même le chef là, il va parler au nom de notre comité, j'ai décidé de faire ci, de faire ça. Non, ce n'est pas bon. Deuxièmement, là je rentre dans une proposition. Si l'État avait donc consulté les populations, ils avaient dit aux populations, ok, votre zone est vierge, nous avons besoin de développement. Je vous propose une espèce de joint venture. C'est-à-dire, nous venons avec des investisseurs qui vont investir chez vous pour faire des grandes surfaces agricoles. Mais en compensation, là, au niveau de la production, par exemple, nous allons vous concéder en termes d'intérêt, ce qui va se dégager, là, peut-être 35%. Et vous permettre, vous organiser de telle manière que vous puissiez aussi donner des possibilités de développement pour vos propres communautés en créant des écoles, en créant des dispensaires qui seront gérés par vous, mais sous le contrôle de l'État, évidemment, mais en distribuant aussi
le fruit de cette manne pour que vos enfants puissent aller à l'école, puissent aussi aller en Europe pour les plus à l'étranger pour acquérir la connaissance pour les plus comment dire ça, les plus costauds. Je pense que le travailler même dans la chaîne de production. Et travailler, mais évidemment, l'histoire de Dangote, vous savez que les communautés Sawa, oui. je le dis ouvertement. Oui, ça s'est calmé. Les communautés Sawa, ils ont eu, n'est-ce pas, oui, beaucoup de travail là-bas. Ils ont eu en dehors de. Ça apaise. Oui, mais ça apaise. Mais comment, s'il n'y a pas ce dialogue dès le départ, comment vous voulez pas que les gens soient frileux? Parce que si ça ne se passe pas comme ça, ça va dans tous les sens. Des questions de tribalisme ont surgi. Et je dis à ceux qui disent que les gens d'une thème sont n'importe quoi. Moi, j'ai lu les livres. Hein. J'ai lu les Mongo Petit. J'ai lu Ferdinand Oyono. Ne venez pas me dire qu'on ne cultivait pas le cacao dans le sud avant. C'est faux. C'est faux. En 1934, il y avait des grandes plantations, exploitations de cacao dans le sud, à Djoum, etc. Djoum était justement l'une des plus grandes villes. En matière de cacao. Son grand-père était producteur de cacao. Il est parti de Douala. Quelqu'un de Douala, il était producteur de cacao dans le sud, dans la région de Djoum. Il a laissé sa famille, je crois, à Boulevard. Ça, c'est connu. Il roulait, je ne sais pas, en Dodge, bien en Plymouth, à l'époque. Donc, attention. Donc, quand on me dit... Je ne sais pas pourquoi... Les gens ne veulent pas comprendre qu'en réalité, le Cameroun est complètement à terre parce que l'État du Cameroun n'organise pas le pays de telle manière qu'on essaie de décrisper les initiatives de conflit. Et une seule seconde. Oui, allez-y. Si Pépin, parce qu'il est milliardaire, par exemple, je donne un exemple, décide d'aller faire les cultures de gingembre parce que peut-être il a une information que l'Asie a besoin de gingembre et qu'il aille au ministère, il signe des accords et qu'on lui dise qu'on va lui donner tout le plateau de Ndé là, au niveau de Ndé là. Il n'y aura pas des explosions, des gens qui vont dire que les bassins sont venus arracher les terrains de Bambleke. Donc même ça là, c'est tout la faute de l'État. D'entendre les gens disent qu'aujourd'hui il y a un Bambleke qui venait prendre les terres de tout le monde. Il faut comprendre. C'est compréhensible parce qu'à la base, tout est flou. On n'a pas, éduqué les gens, on n'a pas, informé les gens, on n'a pas, troisièmement, donné à voir à ces gens que ce projet-là sera aussi profitable à la communauté. C'est vague de dire qu'on va faire 800 000 emplois. Ça ne veut dire absolument rien dire. La Sokapa m'a dit Zangé. Les trucs de Dizangé, ils ont combien d'emplois? Les gars de Dizangé travaillent là-dedans. Les gars du Sud, qu'est-ce qu'ils réclament? Avec la Sonara. Ils réclamaient justement que le pétrole est produit chez nous, mais ce sont les francophones qui viennent le gérer. C'est connu. C'est connu. Donc, quand on dit ces choses, ce n'est pas parce que on est contre qui que ce soit, mais je continue de pointer l'État du doigt. C'est lui qui est responsable de ce bordel qui est en train de s'installer dans notre pays. Et la chenille comment dire ça, qui va s'y dégager risque de créer de véritables problèmes, n'est-ce pas, de ce qu'eux-mêmes ils ont vanté depuis des années, ce qu'ils appellent le vivre ensemble. Et ils seront responsables de cette situation-là. D'où la nécessité de remettre la balle à terre. De reconvoquer, je continue de dire, un véritable dialogue national inclusif où ces différentes difficultés-là, n'est-ce pas, que notre pays est confronté aujourd'hui, seront abordées avec le calme nécessaire, avec la sérénité nécessaire, parce que justement, les Camerounais, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, auront compris que ce dont il s'agit, c'est justement de mettre en place des piliers d'un véritable développement qui va profiter à tout le monde. Mais si ça profite à quelques appuis qui ont l'argent, des copains et des coquins, je ne dis pas que tel X ou Y a eu son argent de manière illégale, mais on connaît quand même très bien la plupart des fortunes camerounaises, comment elles se sont constituées. Pourquoi tu n'es pas milliardaire? C'est pas parce que tu es bête. On sait très bien que l'État y a été pour beaucoup dans la possibilité que certains s'enrichissent au détriment des autres. Donc, les forêts que vous voyez là doivent être exploitées aussi pour le bonheur de ceux dont ce sont les terres. Les parents, pour la plupart, ont fait des guerres, hein, et des guerres violentes. Les aïeux ont fait des guerres violentes pour avoir ces espaces, justement, avant que l'État n'existe. Ne naissent même d'ailleurs. Voilà. Donc, on ne peut donc pas venir aujourd'hui dire aux gens, parce que nous sommes à Yaoundé, nous avons une vision que personne n'a jamais eue. Demain, on vient me dire qu'on a trouvé du pétrole derrière la cuisine de ma grand-mère au village et qu'il faut que je dégabisse de là. Et que bon, maintenant, c'est monsieur, je ne sais pas, Ousmane qui va partir de Koussiri qui doit venir l'exploiter. Est-ce que qui va l'accepter?
Vous allez créer d'autres ambassonnies, je suis désolé. Merci, on comprend votre courroux. Patient Parfum d'Homme, je vais me tourner vers Edmond Kuaté. Vous avez suivi justement les uns les autres, Edmond, malgré votre retard, quand même. Je sais que vous avez suivi l'émission. Jusqu'à preuve du contraire, pour les uns et les autres, Emmanuel Né aussi serait soutenu justement par les pontes du régime, manœuvrier en tout cas dans l'ombre, dans cette concession du côté de la vallée d'une telle. Steve, souvenez-vous quand vous m'avez envoyé cette thématique, je vous ai dit que c'était un problème à la fois complexe et sensible. Oh oui. Sensible parce qu'il y a un certain nombre de problèmes d'ordre sociologique qui sont dégagés, notamment des problèmes de tribalisme et autres. Et à chaque fois que j'aborde ce problème, ça me pose un réel souci. Déjà, j'ai suivi, comme vous l'avez dit, mes copanélistes. Je voudrais corriger un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment Pépin. L'installation d'une usine repose sur un certain nombre d'études. Le Néo-Industrie n'était pas obligé d'aller installer son usine à Kekem. Dans la vallée d'une Thème. Si c'est le critère fondamental, il faut aller installer l'usine forcément là où il y a l'extraction de la matière première ou là, la matière de base, ça ne se justifie pas en économie. Je dois vous dire que les premiers producteurs de cacao au monde, notamment en Suisse, il n'y a pas 1 mètre carré, il n'y a pas une seule plante, n'est-ce pas, je vais dire, de cacao en Suisse. Donc, ça fait pas partie, c'est pas le critère principal. Si c'était ça, c'est que les grands producteurs de cacao, je veux dire, de chocolat, ne seraient pas en Suisse, ne seraient pas où on connaît dans le monde entier. Non, on peut bien installer son usine à Kekem et aller chercher des produits ailleurs. Autre chose, c'est que aujourd'hui, effectivement, Sud-Ouest, qui était l'un des plus gros bassins de production de cacao, je dois dire que c'était même le plus grand, contrairement à ce que les gens ont souvent pensé. Aujourd'hui, a un problème, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu la préemption, n'est-ce pas, de cette production-là, non, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on connaît qu'il y a un trouble, il y a beaucoup de dysfonctionnements liés notamment à l'instabilité, et donc, ça fausse les données de production dans cette zone-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais corriger. Maintenant, pour revenir, je vais dire, à la thématique principale, notamment l'expropriation des terres. Je dois avouer que c'est un problème sérieux, pas seulement dans la vallée d'une Thème. La vallée d'une Thème peut être... C'est dans toutes les régions du pays ces derniers jours. Hein. Oui. Les Banènes, les Bassa, les Douala, ils sont nombreux d'ailleurs qui se plaignent ces derniers jours-ci. C'est un problème sérieux. Vous savez, même si on prend la chose sur le plan uniquement du développement, ça pose encore également un problème. Un développement, il doit être durable. Un développement, il doit être participatif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir me développer, faire du développement chez moi sans que je n'ai mon mot à dire. Oui. Parce que si on parle de développement, c'est d'abord pour mon épanouissement à moi, c'est pour mon bonheur. Si vous venez créer un développement chez moi et pour me rendre miséreux et misérable, c'est un problème. Si vous venez créer un développement pour que ça ne profite qu'à moi et que demain, après-demain, que mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils ne se sentent pas concernés par ce développement, ce n'est pas un pose encore un autre problème. Ça pose un autre problème. Oui. Et donc, j'ai dit, je peux comprendre que peut-être dans le cas de Néo-Industrie et comme dans plusieurs autres cas, ce n'est pas participatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une concertation à la base avec les communautés villageoises pour qu'ils aient leur mot à dire, pour qu'ils comprennent même l'orientation même du développement. Tenez, lorsque vous prenez par exemple la ville de Douala, est-ce que vous savez qu'il y a des individus qui à eux seuls ont 350, 500 titres fonciers à eux seuls dans la ville de Douala? Ils sont nombreux. Des individus. Alors moi, ça me pose un problème, un sérieux problème. Parce que si l'acquisition des espaces de terre devrait reposer sur le seul critère, n'est-ce pas, je vais dire, de poids économique, comprenez que
un opérateur économique, par exemple, aux États-Unis, à lui seul pouvait acheter le Cameroun et même toute l'Afrique. J'aime souvent à dire aux gens, sachez que quand vous parlez d'un budget de 5 000 milliards et que ça semble très costaud dans la tête de certaines personnes, ça ne représente pas les frais de publicité d'une maison comme Coca-Cola. Ça ne représente pas les frais de publicité annuels d'une maison comme Coca-Cola. Et donc, c'est l'argent de quelqu'un. Et donc, si on n'avait pas mis en place un certain nombre de mécanismes de régulation pour empêcher que les plus forts ne viennent, n'est-ce pas, ne deviennent des prédateurs pour avaler les plus faibles, c'est qu'il y a des gens qui ont signé, à qui on a signé des, je vais dire, des titres fonciers sur tout un continent, par exemple, parce qu'ils ont le pouvoir de l'acheter. Et donc, il faudrait que même nous-mêmes, à notre niveau, qu'on essaye de mettre des mécanismes de régulation pour faire en sorte que ceux qui ont un pouvoir financier fort, n'est-ce pas, n'avalent pas ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il faut toujours savoir que aucune situation n'est éternelle. Je peux être pauvre aujourd'hui et j'ai un espace que je n'arrive pas à mettre en valeur, mais demain, mon fils ou mon petit-fils peut avoir un pouvoir financier. Et si moi, j'avais déjà été exproprié, ça veut dire que lui, son pouvoir financier ne lui servira à rien parce qu'il devrait encore se lancer à la quête d'un espace alors qu'il avait déjà un espace. Justement. Par rapport à cela, moi, je pense qu'il y a des solutions. On peut, par exemple, au lieu de faire beaucoup de brouhaha que je vois nos députés faire ça et là, on peut proposer des lois qui obligent que personne, que vous soyez individu, que vous soyez communauté, vous ne pouvez pas céder au-delà d'une certaine quantité de terre. Je pense qu'il y a une loi comme ça quand même qui déclare qu'il ne faut pas avoir plus de 60 hectares, non? Non, c'est-à-dire que... Un hectare en termes de titre foncier. On ne devrait pas céder. C'est-à-dire que quel que soit, si vous êtes héritier, vous n'avez pas la possibilité de céder, par exemple, plus de 40% de la valeur que vous avez. Ça doit être une loi. Ça veut dire que si vous avez hérité, parce que c'est ça le problème. Vous avez des gens aujourd'hui, à Douala par exemple, qui sont natifs de Douala, mais si aujourd'hui, même s'ils ont de l'argent, ils ne peuvent plus construire parce qu'un oncle a vendu, il est allé en France. Et puis, quand le gars revient quelques années après, il reconnaît, il n'arrive même plus à passer là où son père, il est natif. Tout simplement parce que quelqu'un a cédé. Alors, s'il y a une loi qui dit que si vous avez hérité de 1000 mètres carrés, vous ne pouvez pas céder, par exemple, plus de 40%. 400 mètres carrés. Plus de 400 mètres carrés. Donc, les 600 mètres carrés, là, il faut laisser ça à la nouvelle génération. Ça doit être pareil pour les communautés. Vous ne pouvez pas céder plus d'un certain, n'est-ce pas, plus d'une certaine chose. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des villages entiers qui sont vendus. Il y a des villages entiers qui sont vendus. Et ça, c'est un problème. Un gros problème. C'est un très gros problème. Je dis... le problème de la valeur d'une thème, c'est un problème qui est illustratif d'un certain nombre de problèmes qu'il y a chez nous. Et donc, il faudrait trouver une solution à cela. Et c'est pour ça que je m'accorde avec Patient Parfait pour dire que l'État, qui, dans sa mission régalienne, devrait être le régulateur d'un certain nombre de questions. Parce que, il ne faudrait pas qu'on croie que la vie se limite à nous. C'est très facile de voir qu'aujourd'hui, dans la vallée d'une thème, c'est une région déserte. Mais non. Ce n'est pas une région déserte, c'est tout simplement que les personnes, n'est-ce pas, je veux dire, les natifs de là, n'ont pas peut-être encore eu la possibilité de concevoir, de viabiliser, de concevoir des projets qui puissent leur permettre de mettre en valeur ces espaces-là. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir aujourd'hui, rien n'est dit. Que demain, ils ne pourront pas le faire. Rien n'est dit que dans 5 ans ou dans 10 ans, un fils de la vallée d'une thème ne pourra pas avoir des moyens aussi costauds, puis pourquoi pas supérieurs à ceux, n'est-ce pas, de leur industrie, et qu'il voudrait bien installer, n'est-ce pas, une usine, pas forcément de cacao, mais une autre usine de je ne sais pas trop quoi là-bas. Je pense qu'il faudrait plutôt qu'on pense à réguler ces choses-là. Au lieu de laisser libre cours à certaines émotions, j'ai suivi des propos quand même un peu, voilà, dérangeants de ce côté. On ne devrait pas dire que Neo Industries ne doit pas s'installer parce qu'il est ressortissant de tel. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne devrait pas s'installer. Pourquoi ? Parce que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il y a une manière de s'installer en impliquant les populations, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs. Oui. Si
vous trouvez un consensus avec les communautés villageoises, avec les natifs, si vous trouvez un consensus et qu'ils trouvent leur part de bénéfice, qu'ils trouvent leur intérêt dans ce que vous voulez développer comme activité, eh bien, vous pouvez vous installer, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, pourvu, je le dis bien, que ce soit concerté et que ce soit impliqué, de manière en sorte que tout le monde s'y retrouve. Mais si on met en avant le fait qu'il, non, c'est parce qu'il est ressortissant de, j'ai même suivi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas donner la véracité, je ne peux pas attester de la véracité de ses propos. J'ai suivi qu'un chef a dit, nous on préfère les Chinois parce qu'ils ne sont pas. Non. Ah, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, je préfère. On préfère même encore que ce soit quelqu'un d'autre, voilà. Que ce soit les Chinois. Donc, je préfère encore. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas mettre en avant un certain nombre de choses. Franchement, dire que quelqu'un ne peut pas s'installer parce qu'il est ressortissant de, ça me pose problème. Ne vous inquiétez pas, on vous comprend. Quelqu'un ne doit pas s'installer parce que ça ne cadre pas avec un certain nombre d'objectifs ou alors avec un certain nombre de mécanismes qui impliquent la population, qui met en avant l'intérêt de la communauté villageoise. Ça, je suis d'accord et je pense et j'insiste pour dire que l'État devrait réguler, n'est-ce pas, les expropriations de manière en sorte qu'en tout temps et en tout lieu, que l'intérêt de la communauté soit prime toujours. Oui. Messieurs, vous allez me permettre de lire quelques messages, hein, commençant par nos amis de Facebook. Gilles Lazare Comte dit que c'est grave, on dirait que certaines de nos autorités veulent provoquer l'apocalypse dans notre nation. Costa Rui nous dit bonjour à la grande famille d'IBS. Comprenez que ça sonne mal dans les oreilles des autorités traditionnelles d'apprendre que 26 000 hectares de terre sont octroyés à un étranger, sans toutefois oublier que, bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Thierry Ndongwe dit bien parler champion, parle bien sûr à vous. Mac Venus Ndoumbel dit le pire, c'est que ceux qui ont ces titres fonciers, Monsieur Kouyaté, ne sont même pas natifs de ces régions ou même de ces villes. C'est justement ce qu'on disait, qu'il ne faut pas dire. Pour ceux qui nous ont écrit du côté de WhatsApp, le Cameroun est constitué de 10 régions et chaque région appartient aux autochtones de ces régions, évitant le trafic d'influence et l'usurpation de titres pour mettre ces populations mal à l'aise. C'est Machiavel qui nous a écrit. Ici encore, bonjour chers amis de la chaîne télévision d'IBS Matin, cette affaire est vraiment compliqué. La personne ne nous a pas laissé son numéro, enfin son nom. Salam, bonjour Steve. Monsieur Ndjok doit savoir que moi, à mon avis, juste un règlement de compte par des autres Français. Pour le territoire nigérien, vu les images, les Nigériens ont été calcinés, les Français juste tués. On doit, il faut le dire, demander pourquoi cela s'est fait. La personne nous écrit du 227. Je pense que ça doit être du côté du Bénin. Ou alors d'ailleurs. Là encore, là, on m'envoie une photo. Non, on n'en a pas besoin. Bonjour, le panel Ado Cloche Lassonne, Alpha Condé rentre fier et le maître Macron a du mal à présenter sa leçon. Là encore, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Bonjour monsieur, je vous suis depuis le Togo. Je vous suis en rediffusion chaque soir. Quand parlerez-vous du Togo? On va en parler, ne vous inquiétez pas, j'y pense. Je vous reprends tout de suite le Togo et le clan Nyasingbe. Courage au charismatique Christian Fanga. Christelle Fanga, c'est son nom. Bonjour, la personne n'a pas laissé de nom. Bonjour également ici, la personne n'a pas pu laisser de nom au 223. Je ne sais pas les villes dans lesquelles vous nous appelez, ou les pays. Le 228, je pense que c'est le Togo. Bonjour DBS, mes remerciements pour vos émissions depuis Lomé au Togo. Là encore, quelqu'un nous dit bonjour, mais sans laisser de nom. Michael Junior nous dit bonne émission et bonjour à vous. Monsieur Kouyaté est un très bon analyste. Félicitations encore, champion. Merci pour lui. Hein. Il est d'ailleurs là ce matin. Permettez-moi, messieurs, de lire ce dernier message. Les sites d'or de l'Est, Cameroun devenu propriété des gars à Betty et revendu aux Chinois, entretiennent entièrement avec la complicité des autorités au mépris des ayants droit, parfois battus et fortement abandonnés dans la misère. Il ne nous a pas laissé justement son nom. Albert Anatola, ici justement, il y a ce gros problème qui se pose aujourd'hui dans ces régions où parfois les personnes s'installent, des entreprises s'installent, mais on ne construit pas d'école, on ne construit pas d'hôpital. Il n'y a pas de route et on a d'ailleurs vu les images la semaine dernière lorsque nous nous chargions en tout cas de parler des autorités administratives et les autorités traditionnelles. La dame qui est chef de village a fait comprendre une chose, on coupe le bois, il n'y a pas la route. Oui, tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je vous ai donné le casting
n'est-ce pas, de la gestion d'un projet. Oui. Dans la gestion d'un projet, lorsque vous avez trouvé la terre, je reprends ce que j'ai dit. Lorsque vous avez trouvé la terre, vous organisez les audiences foraines. Les audiences foraines, c'est pour que les populations posent les problèmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire les besoins. L'école, d'abord les hôpitaux, les routes, les marchés, les pommes d'emploi. Oui. En tout cas, les équipements de base. Et en plus, après ces constatations, vous allez au niveau de l'étude ou de l'audit d'impact environnemental. C'est comme ça que se gère un projet. Mais non, tout à l'heure, le grand frère justement disait que c'est la faillite de l'État. Justement, c'est la faillite de l'État. Parce que il y a un cahier de charge. Quand vous venez installer un investissement lourd dans une région, donné que ce soit chez moi ou que ce soit chez vous, chez M. Kouyaté, vous avez un cahier de charge qui doit être respecté. Ce cahier de charge implique la prise en compte des intérêts des communautés riveraines. Tout à l'heure, quand on a convoqué le cas de Dangote, les chefs de la communauté Sawa ont posé les préalables pour que cette affaire-là soit installée là. Le premier préalable, c'était le recrutement de manière prioritaire de leurs enfants. Mais justement, messieurs, plus que 10 minutes pour sortir de cette édition, soyons rapides d'ailleurs. Maintenant, pour revenir au cas qui nous concerne, oui. Je vais répondre à votre question. Je dois d'abord quand même, moi ça me pose un problème. Si c'est Néo-Industrie va à quelqu'un, je veux dire dans la vallée du Thème, pour la même activité, pour l'activité de transformation de la fève de cacao, ça me pose un problème au niveau de son réalisme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà Atlantique Cocoa qui est installé à Kribi, qui va faire dans la même activité, à moins que Atlantique Cocoa soit un éléphant blanc, comme beaucoup le pensent. Donc, ça pose donc un problème. Est-ce que Néo-Industrie qui s'installe à Kekem sera un champ de production de cacao? Si c'est le cas, tant mieux. Même là, ça pose un problème parce que étant donné qu'il y a déjà une autre entité dans la même filière, dans le même secteur d'activité, ça pose un problème quand même. Maintenant, je pense qu'il est la responsabilité de l'État, oui. L'État gouvernant, oui. De veiller à ce qu'il y ait un cahier de charge. Qu'on impose à un investisseur un cahier de charge et qu'on veut à ce que ce cahier de charge soit respecté. Voyez-vous, je prends le cas des Douala. Vous avez une autorité administrative, je le cite, le sous-préfet de l'arrondissement de la 2e, qui utilise les attributs de l'État, c'est-à-dire sa tenue, son arme de service, la voiture de fonction, pour aller imposer aux gens l'abandon du droit coutumier du côté de Youpo. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. Donc il faut engager une réforme de la loi sur la propriété foncière au Cameroun, parce qu'elle est désuète, celle qui existe est désuète. Et je pense qu'il va même falloir adopter une loi comme à l'artisan, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre terrain et de votre sous-sol. Si quelqu'un veut venir chez vous, vous négociez. C'est tout. C'est comme ça que ça doit marcher. Merci beaucoup à Albert Anatola ici. Patient par fin d'homme jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même ce gros problème. On parle tout de l'expropriation des terres. Ce sont des Camerounais qui sont même parfois à l'origine de cette expropriation. Pourtant, eux-mêmes, ils ont des villages qu'on pourrait justement les exproprier. Mais c'est un problème, c'est-à-dire qu'en réalité, je continue de dire, la responsabilité première incombe à l'État. C'est l'État qui est complètement dans le flou et dans l'incapacité d'orienter, n'est-ce pas, sa politique de développement. Tout à l'heure, on a parlé peut-être de notre compatriote parce qu'il vient peut-être de l'Ouest et les populations du Sud n'en veulent pas, c'est ce que d'après ce qu'on dit, même dans nos propres, comment dire ça, dans nos propres communautés, où les gens sont soi-disant homogènes sur le plan ethnique, il y a ce problème. J'étais à l'université de Montagne, à Bangante, accompagné du professeur Moyo, qui est un des administrateurs de cette université là-bas, et quelqu'un m'a abordé et dit, c'est monsieur Ndom qui est souvent en Afrique Média et qui est dans les télévisions. Oui, j'ai un problème. J'ai dit, quel est ton problème? Il dit, je suis prince. Cet espace que vous voyez là m'appartenait. Le chef Bangante l'a donné à ces gens pour faire l'université de Montagne. C'est mon terrain, moi je n'ai plus rien. Je donne cet exemple-là. Donc il y a des problèmes partout, premièrement. Deuxièmement, la question du développement, ce ne sont pas les communautés qui existent, par exemple, je suis chez moi là-bas en Gambie. C'est pas moi qui décide quel est le type de développement qui doit être chez moi. Non, 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 non. Pas
Parce que justement, ce développement qui doit être là, c'est pour cela, par exemple, quand il y a le barrage d'électricité de Son Loulou, les gens applaudissent. Mais l'électricité de Son Loulou va jusqu'au nord, au sud-ouest, alors que les propres populations revenaient de Son Loulou n'ont pas d'électricité. Vous comprenez? C'est une question d'intérêt général. Donc c'est comme ça qu'il faut percevoir ces choses. Mais ce que nous contestons, c'est que cet intérêt général ne doit pas se faire sur le dos et contre comment dire ça, le bien-être des populations locales. C'est pour ça que je dis que c'est l'État qui... Il y a d'ailleurs un autre barrage qui est prévu toujours du côté de Grand Ouem, oui, ça fait encore un gros problème, un gros scandale. Donc je dis que l'État ne sait pas. C'est parce que dans d'autres États, tout à l'heure, Edmond a dit quelque chose, mais Edmond, ce sont les stratégies de ce capitalisme que nous combattons. On ne peut pas produire le cacao en Afrique et c'est en Europe, en Suisse qu'on produit le chocolat. Il y a un problème. C'est justement pour ça que nous sommes misérables. Et c'est pour cela que le projet comme celui de M. Néossi Emmanuel était une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de transformer localement notre propre cacao que nous allons produire. Ça va ajouter la plus-value, n'est-ce pas, à cette activité pour l'ensemble de nos États. Aujourd'hui, les textes sont clairs tout à l'heure. Ce n'est pas Choco n'est plus lié à si cacao, hein, mais si cacao transforme une partie de la poudre que Choco utilise. Choco quand même maintenant des mains des Sud-Africains, des Chinois, tout le monde le sait. Le groupe Taïgan. Donc, ce que je dis par exemple, le Cameroun est incapable de transformer ne serait-ce que 10% de sa production cacaoyère. C'est quoi ça? Il fallait que les industries, là, les Cargill, tout ça, les Nestlé, partent de la Suisse pour venir implanter les usines chocolatières ici. Pourquoi? Et vous voyez la conséquence. Le cacao que nous produisons, quand il va là-bas, quand il revient, tu ne touches pas son chocolat. Tu ne touches pas. Donc, je pense que c'est ce paradigme qu'il faut inverser. Il faut inclure les populations dans le processus de développement qui doit impacter leur région. Mais surtout, il faut dire à tous les Camerounais, où qu'ils soient, que nous sommes, tous Camerounais, et que ce n'est pas les populations d'un endroit qui décident ce qui doit être fait là-bas. Tout à l'heure, vous avez cet avis qui vient de l'Est. On fait ça, ne pas voir. Je vous dis des gars qui sont à Yaoundé. Mais c'est rien. Il y a des gens qui ont pris des espaces terribles au niveau de l'Est. Ils les ont sous-loués à des Chinois qui sont en train d'exploiter de manière barbare, en détruisant complètement l'écosystème de ces endroits. On a vu tous les enfants ne peuvent même plus avoir de l'eau potable. Tous les eaux sont suées parce que des produits chimiques qu'on utilise pour le mercure a complètement bousillé l'environnement de ces régions. C'est le cas d'ailleurs ici à ma... Ce n'est pas du tout acceptable. C'est ça que j'ai appelé tout à l'heure les copains et les coquins qui se connaissent, ils vont à Yaoundé, ils déjeunent ensemble et ils font des OPA dans des régions au détriment des pauvres villageois, comme le disait Kwate tout à l'heure, parce qu'ils n'ont aucun fils pour les défendre, qui n'ont que leur jeu pour pleurer. Donc, à l'État camerounais de prendre ses responsabilités, parce que c'est lui qui est en train de poser les germes de quelques-unes des fédérations que personne ne pourra assumer plus tard. Eric Pépin Bikaï, pendant ce temps, il faut préciser qu'on a l'impression que c'est un passage en force qu'on a besoin de faire justement dans la vallée du Thème. C'est un passage en force qu'on a besoin de faire dans la vallée du Thème, comme on a l'habitude de le faire, sous le prisme sous le seul prisme que toutes les terres appartiennent à l'État. C'est-à-dire, les terres qui ne sont pas immatriculées de domaine privé d'État sont naturellement reversées dans le domaine de l'État. Ce qui est une assiduité. Parce que pourquoi une assiduité? La Constitution de 96 reconnaît aux Camerounais deux statuts. Le statut d'autochtone et celui d'allogène. On ne peut être autochtone sur le prisme que de deux choses. Les reliques de ses aïeux ou les vestiges de ses aïeux. Malheureusement, les reliques de ses aïeux ou les vestiges résident sur un territoire que la communauté ou l'État reconnaît à des individus dans le cadre de ces lois. Oui. Donc il serait donc absurde de faire de ces communautés-là les gestionnaires d'un espace que lui-même il reconnaît dans le cadre de sa constitution. Il faudrait naturellement qu'on accorde un droit réel aux populations d'être propriétaires de leurs terres. Il y a une anecdote qui a souvent coutume d'être mise sur la place publique lorsqu'il y a des débats. On dit, lorsqu'on trouve du chanvre indien dans ton champ, il est le sien. Mais quand c'est de l'or, il appartient à l'État. Il faut qu'on sorte de cette hypocrisie-là et qu'on libère les populations. On voit peut-être bien, évidemment, comment les commandants des brigades attrapent ceux qui produisent le chanvre indien. Mais quand il y a de l'or là, non, c'est l'or de l'État. Quand il y a le pétrole, c'est le pétrole de l'État. Je suis d'accord avec ce qu'Albert dit.
Lorsque tu es propriétaire d'un espace, il faut que tu sois propriétaire de l'espace et de ce qui vient en bas. Donc si quelqu'un veut exploiter ton pétrole, qu'on a découvert ton champ, on négocie avec toi. Donc vous êtes d'accord avec Pascal Bafé, donc que si on découvre le pétrole derrière la cuisine de sa mère... Tout naturellement. Non, ça appartient à la communauté, oui aussi. En réalité, c'est ce qui se passe actuellement au Texas avec le gaz de schiste. C'est-à-dire que les Texans, ceux qui sont propriétaires de ces espaces, on a découvert le pétrole sur leur territoire. Ceux qui veulent exploiter viennent négocier de manière directe. Oui, mais il faut le reverser. Messieurs, nous sortons de cette édition. Il y a des mécanismes avec ils ont ce qu'on appelle les contrées là-bas. Merci. Le contrée est un propriétaire d'un certain nombre de Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric Pépin-Mikaï. Edmond Kouyaté, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas avoir justement une crise sociale dans le pays? Non, la réalité, il faut le dire. Il faut qu'on essaie de comprendre. Vous savez, il y a un problème qu'il y a chez nous. Il faut, soit on se plaint éternellement, soit on s'adapte, n'est-ce pas, à la nouvelle donne mondiale. L'un des problèmes que nous avons toujours posé, c'est la faiblesse et l'inefficience de notre appareil de production local. Et parmi ces problèmes, on se plaint par exemple que nous n'avons pas suffisamment de capacité de transformation de nos matières premières. Je dois vous rappeler que l'Afrique, c'est 73% de production de cacao mondial, avec la Côte d'Ivoire en tête, suivi du Ghana, ensuite le Nigeria et le Cameroun. Le Ghana, c'est 40%, la Côte d'Ivoire, ensuite la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est 6%, le Nigeria, 6%. Et le Burkina Faso aussi, hein? Non, le Burkina Faso, c'est une incongruité, c'est une tricherie. Et donc, il faut savoir que, je le dis, vous voyez, le port d'Amsterdam, par exemple, c'est 50 000 emplois. Parce que seulement en termes de transportation, de transport et de tri de cacao, c'est 50 000 emplois directs que le cacao africain offre au port d'Amsterdam. 50 000 emplois. Alors pendant longtemps, le cacao camerounais a subi les mêmes effets de spéculation, liés, n'est-ce pas, à la détérioration en termes de change, où cette année vous produisez le cacao, on vous dit, quelqu'un vient vous dit c'est 800 francs le kilo à prendre ou à laisser. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire, vous n'avez pas de capacité de stockage, vous n'avez rien, vous êtes obligé de céder. Après, demain on vient vous dire non, vraiment ça peut pas être plus de 600 francs. Alors aujourd'hui, il faut encourager l'initiative locale, mais cela doit se faire de manière encadrée. De manière encadrée. Il ne faut pas léser les populations. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de frustrer les populations. Et ça, là, je m'adresse directement aux hauts fonctionnaires de Yaoundé. De l'État. On ne s'assoit pas à Yaoundé et on décide de tout. Il y a eu une loi, je crois que c'était en 2010, une loi au Cameroun, les gens ne sont peut-être pas parfois très informés. L'État a décidé d'accompagner les investisseurs parce que l'État, chaque fois quand on crie, on dit oh non, on n'a pas suffisamment d'investissement, l'appareil de production local est faible. Parfois les gens ont besoin d'investir, Edmond Kouyaté, et les gens on ne leur donne même pas le l'État investit 1 milliard dessus. On ne leur donne pas le prix. Donc l'État a décidé d'accompagner les investissements. Permettez, l'État a décidé d'accompagner les investissements depuis 2010 à travers des concessions, en donnant des terres, et à travers des taxes, et à travers. Et donc c'est comme ça que dans ce cadre-là, Néo-Industrie bénéficie justement de cet accompagnement. Mais seulement, je dois dire, c'est pas bien encadré. Moi je suis de Banjul. Si j'arrive à Banjul demain, et qu'on me dise qu'il y a une grande usine de transformation de blé ou de riz, mais que moi je suis de Banjul, que je n'ai plus de mots à dire là-dedans, ça me pose problème. Que ce soit par un fils du village, que ce soit par un fils de je ne sais pas. Mais si moi aujourd'hui on me dit, bon écoute, demain il y a une concertation à Banjul, parce qu'on estime que Banjul est une zone bien placée pour l'implantation de telle usine, si je n'y vais pas, c'est un problème, parce que j'ai refusé d'y aller. Je dois aller et donner mon orientation, voir en quoi cela me profite à moi et cela profite aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Il faut aussi qu'on combatte la corruption. Parce que c'est pas 50 d'État. C'est d'État. C'est pas 51 milliards qui manquent à l'État pour. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. C'est pour ça que j'ai dit. Il y a des hauts fonctionnaires de l'État qui ont 1000 fois plus que ces petits investissements. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que ce soit encadré de manière à ne pas frustrer, et c'est pour ça que j'ai dit. Mais surtout, il faut que l'État se mette au centre du développement. J'ai mis à l'index la responsabilité pour éviter des justement hauts fonctionnaires qui
parce qu'ils tirent, ils prennent des prébendes. Messieurs, merci. Merci, messieurs, parce que là, la réalisation me fait des signes que c'est terminé. Et messieurs, je vais lire quelques... Oui, bon, je crois que le problème créé de l'expropriation au Cameroun, ce sont les Camerounais. C'est Yerima Abdourahmane depuis Garoua. Je vais lire rapidement vos messages. Messieurs, rapidement, bonjour à vous. Belle émission dans ma localité. Les gens achètent plus de 1000 hectares. Donc, tout un village entier et ils donnent 30 feuilles de tôle et une tonne de ciment au riverain pour 100 000 francs. Le malheur est que ces bénéficiaires revendent tous après acquisition de ces acheteurs. Là, je me demande si la loi qui règle le nombre d'hectares par particulier ne s'applique pas chez eux. Merci beaucoup, Steve. Merci également à vous. Bonjour à tous, merci à DBS pour l'émission, c'était en aussi, merci pour tous les invités, bravo à vous pour l'éducation des Camerounais et Africaines. Christian depuis Douala, rapidement, je vous assure que si on ne tient pas compte des analyses de M. Ndong, la prochaine guerre de ce pays sera la guerre foncière, hein. C'est Olivier. L'État doit nous accompagner, elle doit être responsable sur ce qu'elle décide. Il faut une réforme foncière au Cameroun parce que les plus gros poissons mangent les plus petits. Revoir ce que nous avons donné aux étrangers, les terres. Sans cela, à quoi ça servira la décentralisation? Stéphane Fouegap. Allons-y rapidement avec les derniers messages, hein. Désolé, l'émission est terminée. Bonjour au panel et particulièrement à Monsieur Parfendom. Je pense que le Cameroun est le seul pays où la région de l'Ouest est celle qui est la plus développée du pays, car où la route passe, le développement suit. Mais ce qui me gagne, c'est que c'est pas l'État qui a construit ces routes, mais les autochtones de l'Ouest. Et le pire est que dans un village macaque, quand une élite veut juste arranger la route avec des caterpillars, l'État, par ses représentants, empêche l'avancement des travaux. Soi-disant, seul l'État a ce pouvoir. Bref, aujourd'hui, la vallée d'une thème, demain, ce sera où? La décentralisation, c'est quoi? Le Code général des collectivités territoriales, c'est quoi? Où se trouve le Cameroun de demain? Mbondonje depuis Douala. Bonjour, c'est Joseph Tombok. Je suis à votre écoute chaque matin. Merci, que Dieu vous bénisse encore et encore. Mais je ne peux pas lire tous vos messages. Merci quand même de nous écrire d'ailleurs tous les matins. Demain, je lirai tous les messages que vous allez laisser. Merci en tout cas. Nous sommes très nombreux, hein, dans les 4 coins du pays et sans oublier dans toute l'Afrique entière pour cette édition de DBS Matin. Albert Anatola ici, Edmond Kuaté, Eric Pépin Vikaï, Patient Pafendo. Merci d'avoir été là ce matin. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Mais n'oubliez surtout pas, comme le disait le vieux Fouette, laissez marcher les opposants, cela donnera de l'argent aux cordonniers. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, si peut-être Dieu. Au revoir.